Et bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme en ce vendredi soir pour parler, une fois n'est pas coutume, d'économie et cette fois d'inflation. Ça va tout le monde? Enfin tout le monde. On est encore peu nombreux et nombreuses. Ça changera peut-être au fur et à mesure des minutes. Salut Kourostoriadis, ça va? Ça grève bientôt. Ça grève jeudi. Salut Eric, heureux d'enfin pouvoir voir un stream. Bah oui, je l'avais pas fait depuis un petit moment. Salut Arturo, salut Banlieue Salaire. Jimmy Billy Bob, Ronanoff. Ça faisait longtemps, bah ouais, on a refait un stream pas plus tard que lundi dernier. Mais c'est vrai que avant lundi, je n'avais pas fait pendant un petit moment, ouais. Plein de choses en même temps à faire. Et j'ai même hésité à en faire un ce soir, mais je me suis dit, il faut respecter ses engagements. Parce que là, j'ai passé ma journée en visio/webinaire. Mais écoutez, j'ai encore un peu de jus. J'en ai encore un peu sous la pédale, comme on dit, donc c'est parti, quoi. On attend encore 5 minutes tranquillement, le temps qu'on s'installe. Mais merci à toi, merci à vous. J'ai fait un webinaire ce midi, d'ailleurs, avec les ingénieurs cadres techniciens de la CGT. Et est-ce que je vais pouvoir vous retrouver le lien? Attendez, parce que j'ai dû rater ça. Tac. Il est là, ok. Bougez pas, je vous envoie le lien tout de suite. Désintox-retraite, c'est bien nommé ça. Voilà. Hop. Pour aller regarder ça tout à l'heure. Je vous l'ai mis dans le chat. C'était une barbe de loupard. Sans doute, ouais. Ça doit être ça. Ça va, la musique est pas trop forte? Vous me dites, sinon je diminue. Est-ce que l'image est toujours tassée comme l'autre fois? Ou est-ce que ça s'est amélioré par rapport à lundi? Pour celles et ceux qui étaient là lundi. J'espère que c'est beaucoup mieux. Dans tous les cas, on va pouvoir commencer dans quelques minutes. La musique est discrète. Bah écoutez, si vous voulez que j'augmente, vous me direz. Sinon, si ça fait un petit arrière-fond sonore agréable, c'est peut-être bien suffisant. Moins tassé. Bon, écoute, tant mieux. Tant mieux. Parfait. Salut Kim. C'est assez, effectivement. Donc les retraites, on va continuer à en parler dans les jours et les semaines qui vont venir. La bataille est lancée et bien lancée. Les arguments sont rodés. Nous, on sort une note et un PowerPoint sur le financement très prochainement. Donc quand ça sort, je pourrais vous présenter ça en stream aussi. Typiquement la semaine prochaine, je pense. Dès que c'est diffusé et que c'est validé, hop là, je vous ferai un petit stream pour vous parler de la question du financement des retraites. Et dans le webinaire de ce midi, avec l'UGIC, ça veut dire l'Union des ingénieurs cadres techniciens de la CGT, un PowerPoint à 500 000 balles, bah punaise, ça coûte beaucoup moins cher que ça. Bonsoir, bon retour parmi nous, mais merci Lidric, ça fait plaisir de vous revoir. Lundi c'était sympa, on était une petite cinquantaine en moyenne, en gros, pendant le stream, donc c'était cool, ça veut dire que il y a toujours une attente sur ces streams échos, et moi ça me fait très plaisir de les reprendre. Voilà, donc on va prendre sur un rythme de McKinsey GT, c'est ça, on est beaucoup moins cher, nous. En même temps, j'ai vu un rapport qui a été rendu au prof, là, à 500 000 boules, je sais plus quel journaliste a publié ça, son nom m'échappe, excusez-moi, mais pour le coup, c'était assez impressionnant. Il a dû batailler pendant je sais plus combien de mois pour avoir accès au truc qu'avait pondu McKinsey pour 500 000 euros, et c'était juste zéro patate. Voilà. C'est quasiment du détournement de fonds publics, ce truc, c'est de la folie, quoi. Bon. Question bête de Rick, mais ils se syndiquent les ingénieurs, c'est pas ceux qui ont le plus à gagner ici. Eh ben, c'est un peu vrai ce que tu dis, c'est pas les ingénieurs ni les cadres qui se syndiquent le plus. C'est en train de changer, c'est en train de bouger. Et l'Union Générale des ingénieurs cadres techniciens, donc c'est l'organisation qui s'occupe plus particulièrement de ces questions-là à la CGT, fait un gros boulot pour faire en sorte que justement, ça change. Ah oui, il faut que j'installe la lumière aussi. Je suis désolé que la lumière soit pas terrible. J'ai pas encore installé mon truc pour la lumière. Là, je le ferai. Mon truc pour la lumière. Vous voyez que je parle évidemment avec un vocabulaire de professionnel. Mais je ferai ça bientôt pour que la lumière soit meilleure, tout simplement.
Voilà, donc sur les retraites, si vous voulez, on pourra en parler après l'inflation. Mais vu que j'ai promis de parler de l'inflation, et je vais le faire tout de suite. Si vous êtes prêts et prêtes, on est parti. C'est parti. Donc, l'inflation. Alors attendez, parce que je crois aussi qu'on a dépassé tranquillement, on a quasiment dépassé les 3000 followers. Donc ça, ce serait quand même vraiment bien. Laissez-moi regarder ça tout de suite. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ça ici? Tac. Bah attendez, excusez-moi, parce que là, du coup, vous avez le truc en doublette. Ça va pas, ça. Bonjour, je viens apprendre des trucs. Eh ben écoute, on va essayer de faire en sorte que tu apprennes des trucs. Eh ben non, 2998 followers. Pas encore 3000, mais bientôt. Mais bientôt. Alors, suffit les bêtises. Hop là. Eh ben 2999 maintenant. Merci Carcasse Dino. On va parler de ça. Ici. Donc, si vous êtes comme South Blue Mika et que vous venez pour apprendre des trucs, eh ben on espère que vous allez en apprendre tout de suite. Alors, attendez, je vais peut-être mettre ça en grand écran pour que vous puissiez un peu mieux voir. Je zoome un peu comme un goret, mais l'important, c'est que vous puissiez voir ce qui se passe. Bon, je vais pas lire exactement tout ce qu'il y a dans la note mot par mot parce que ce serait un peu laborieux et j'avoue que là je commence à fatiguer. Par contre, je vais vous donner l'essentiel de ce qu'on a mis dans cette note qu'on a publiée fin novembre dernier, au moment où le sujet était évidemment l'inflation, sujet qui n'a pas disparu pour plein de raisons. Bah, en fait, l'inflation, elle continue à être un niveau important. Et en fait, le but, c'était de donner un peu le cadrage général pour comprendre ce qui se joue. Voilà. Donc on est parti là-dessus, l'inflation. Alors qu'est-ce que c'est l'inflation? L'inflation, vous devez le savoir, c'est la hausse générale du niveau des prix. Comment est-ce qu'on mesure les prix dans ce pays? On le mesure avec l'indice des prix à la consommation. Donc il y a tout un sujet sur l'indice des prix à la consommation d'ailleurs. Qu'est-ce que ça mesure? Qu'est-ce que ça mesure pas? Est-ce que c'est un indice du coût de la vie? En fait, la vérité, c'est que ça n'en est pas un. Donc on a tout un travail de fond qu'on mène depuis quelques mois, même des années maintenant, et qui va continuer sur cette idée même de comment est-ce qu'on mesure l'inflation et comment est-ce qu'on utilise l'indice des prix. Alors vous savez peut-être que l'indice des prix, c'est ce qui sert de base pour discuter d'augmentation de salaire, etc. dans les entreprises, alors que justement, c'est pas un indice du coût de la vie. Ça sert aussi de base avec un calcul spécifique aux négociations tous les ans sur la hausse ou pas du niveau du SMIC, ce qu'on appelle le coup de pouce, vous savez, ce fameux coup de pouce. Ça nous a valu quelques engueulades d'ailleurs avec les fameux experts autour du SMIC, et donc voilà, on continue à batailler sur ce truc-là. Donc l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Alors il y a traditionnellement plusieurs explications, ça c'est ce qu'on enseigne et ce qu'on apprend quand on est en fac d'éco par exemple, c'est, voilà l'explication traditionnellement avancée. Il y aurait trop de monnaie en circulation, d'accord? Ça c'est, il y a comment dire ça, une citation assez célèbre de Milton Friedman sur ce truc-là. L'inflation est partout et toujours un phénomène monétaire. L'idée centrale, c'est que plus on crée de monnaie, plus il y a de monnaie en circulation, d'accord? Ça fait augmenter mécaniquement l'inflation. Voilà, ça c'est l'explication très simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça quand on rentre dans le détail de la théorie et puis de la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Au moins vous avez ça en tête. Soit ça peut être parce qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre, ce qui fait grimper les prix. Alors ça, c'est pour le coup pas inintéressant. Concrètement, quand on est ressorti du Covid, quand on est sorti de chez nous même pratiquement, et qu'on a rouvert en gros l'économie, l'idée globale, c'est que d'un seul coup, il y avait une demande supplémentaire parce que il fallait commencer, enfin d'un seul coup on sortait de chez nous, donc la demande augmentait, et les capacités d'offre par exemple sur le gaz, sur plein de choses, n'étaient pas au niveau, ce qui fait que les prix avaient tendance à augmenter. Voilà. Un autre élément explicatif, c'est le pouvoir de marché trop important des entreprises, de certaines grandes entreprises, ce qui leur permet d'augmenter les prix parce qu'elles sont trop peu concurrencées. Bon, ça pour le coup, il y a certaines très grosses boîtes qui jouent effectivement de cette situation, soit de monopole quand elles sont toutes seules, c'est très rare, soit plutôt d'oligopole quand elles sont quelques-unes sur un segment de l'économie, quoi. Ou alors ça peut être tout simplement une hausse des coûts de production que les entreprises répercutent quand elles le peuvent, ça c'est l'enjeu aussi, sur les prix. Donc ça, c'est évidemment, ça fait partie des éléments de ce qui se joue aujourd'hui. Mais il y a un enjeu majeur qui est trop souvent oublié, qui est la répartition du revenu. Ce qui détermine que la part des salaires va être élevée ou faible, que le niveau des profits va être plus ou moins élevé, mais également qu'il y aura un niveau d'inflation plus ou moins élevé, en fait c'est le rapport de force entre vous et
non pas moi, mais vous et l'employeur. D'accord? Le travail face au capital. Salut Marx! Kourostoris qui dit sur l'indice de l'inflation, Florence Génicatrice, notre mère à tous. Ah oui, ça c'est sûr. Florence Génicatrice, c'est une économiste française et c'est la spécialiste de l'indice des prix à la consommation. J'aimerais bien l'inviter sur la chaîne d'ailleurs, un de ces quatre. On verra ça un de ces jours. Donc, plus précisément, c'est le niveau de rapport de force qui est essentiel et qu'on ne peut pas modéliser facilement. Ça, c'est pas une courbe qu'on peut tracer quelque part, mais par contre, c'est évidemment essentiel. Donc soit le rapport de force, il peut être favorable aux salariés pour tout un ensemble de raisons, soit il peut être plutôt favorable aux employeurs, et c'est le cas maintenant depuis une bonne 30 voire quarantaine d'années. Donc évidemment, le conflit se joue autour de ça. Quand les prix montent, parce que c'est ça qui se joue en ce moment, côté salarié, on revendique logiquement une part plus importante de la valeur ajoutée. D'accord? Toute la valeur ajoutée étant par ailleurs créée par le travail, c'est notre travail qui crée la richesse. Salut Capréforme, c'est cool que tu reprennes les streams et merci beaucoup. Et moi, c'est très cool que vous soyez présents et présentes aussi. Donc, ce qui se passe en gros en ce moment, les prix montent, d'accord? L'inflation, elle est d'un peu moins maintenant de 6% sur un an. Mais évidemment, si vous voulez pas que votre pouvoir d'achat diminue, normalement, on doit demander des augmentations à hauteur de l'inflation. Et donc, la volonté de rattraper l'inflation, ça exacerbe les revendications sur les salaires comme c'est le cas aujourd'hui, logiquement. A l'inverse, quand le taux de chômage il est élevé, ça aussi c'est le cas malheureusement, quand il y a la précarité qui est importante et quand elle est même organisée par les pouvoirs publics, ça, les réformes de l'assurance chômage visent à précariser encore plus les privés d'emploi, d'accord, les chômeurs, ce qui fait que on a un petit peu plus peur de tomber au chômage, quoi. Et ça pousse à une relative modération sur les revendications salariales, d'accord. Ça c'est aussi ce qui se passe depuis maintenant une bonne trentaine d'années dans ce pays et dans la plupart des économies européennes par exemple. Côté patronal, la hausse des coûts des matières premières, c'est le cas aussi aujourd'hui ça, et la hausse des salaires versés, si les salariés réussissent à installer le rapport de force, ça les pousse à augmenter les prix avec l'élément central pour conserver leur marge. D'accord? La raison pour laquelle les boîtes veulent augmenter les prix quand elles le peuvent, c'est parce que du côté du capital, on veut conserver un niveau de marge. Et donc tout est dans ce conflit-là. D'un côté, accroître les marges, et de l'autre côté, pour le monde du travail, pour nous, accroître les salaires. Salut Aek Varals. En réalité, l'inflation, ça c'est un élément central, comme le temps de travail d'ailleurs, comme tout un ensemble de choses, c'est le miroir de la lutte entre salaire et profit, c'est le miroir du conflit plus global entre le capital et le travail. Donc l'argument qui est central, c'est que les hausses de salaire n'entraîneront de l'inflation supplémentaire si et seulement si la part des profits reste constante. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que la part des profits diminue et que la part des salaires augmente. Voilà, c'est ça le point central. Salut Archifatboy. Donc l'inflation, on en reparle et pourtant, ça faisait un moment qu'on n'en parlait plus. Alors il y a un spécialiste de cette question, il y en a même deux, c'est d'ailleurs à eux que j'ai volé ce tableau qui est juste ici. Enfin, je les ai cités quand même, donc c'est pas exactement du vol, bien sûr. C'est pas la propriété. Jonathan Marie, qui est un économiste à l'université Paris 13, spécialiste des questions d'inflation. Et il y a aussi Thomas Dallery, économiste à l'université, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Côte d'Opale, c'est lié à Lille, quoi. Mais c'est du côté de Dunkerque, qui est aussi spécialiste, plutôt même au niveau microéconomique, des questions d'inflation. Et donc évidemment, pendant des années, et même des dizaines d'années, il bossait surtout Jonathan Marie, il bossait beaucoup sur l'inflation, alors que c'était à une époque où en vérité, le taux l'inflation était inférieur à 2% par an, et tournait même autour de 1% par an. Donc beaucoup d'autres économistes disaient, bon, il n'y a plus vraiment de sujet là, parce que l'inflation maintenant, elle est définitivement bornée à des niveaux très faibles. Alors, qu'est-ce que nous dit l'évolution de l'inflation sur une période un peu plus longue? Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a aucun lien mécanique entre la hausse des salaires, d'accord, qui était très importante entre 61 et 81 par exemple, et la hausse des prix. En fait, la hausse des prix ne devient importante qu'après les chocs pétroliers. Voilà. Et en définitive, c'est bien le choc pétrolier d'abord et la hausse des taux d'intérêt ensuite qui explique l'essentiel de l'inflation. Ensuite, à partir des années 80, il se passe plusieurs choses. On change de régime économique, à peu près globalement, dans les économies avancées. La part des salaires dans la valeur ajoutée chute et stagne à un niveau plus faible,
mais surtout le pouvoir, ça c'est vraiment central, hein, dans toutes les analyses marxistes contemporaines, enfin pas seulement contemporaines, dans les analyses marxistes depuis un petit moment maintenant, c'est le pouvoir de négociation des travailleuses et des travailleurs qui s'effondre, littéralement, après des années de conquête antisyndicale. Donc le plus classique de ça, c'est Reagan et Thatcher, la déstabilisation des collectifs de travail. Très récemment en France, par exemple, l'inversion de la hiérarchie des normes entre la convention collective et le code du travail, pour le dire comme ça. Le fait qu'on fasse négocier au niveau de l'entreprise et plus au niveau de la branche. Bah, tout ça fait que ça fait pression en permanence à la baisse sur les salaires et ça entretient un niveau des profits important. Et donc la faiblesse de l'inflation depuis les années 80 et surtout la fin des années 80, bah, c'est le reflet du basculement du rapport de force en faveur du patronat et en faveur du capital. Et alors moi, évidemment, on peut reprendre les termes de Warren Buffett qui sont très connus. En 2005, il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. Bon, ça c'est un peu une citation classique, mais qui est toujours intéressante à avoir en tête pour ce qu'elle dit concrètement de ce qui s'est passé. Et donc le retour de l'inflation aujourd'hui, il rebat les cartes. Et évidemment, quand on voit que son pouvoir d'achat va baisser drastiquement, en tout cas quand on commence à regarder les prix, une fois qu'on sort de son supermarché ou de n'importe où, et qu'on constate qu'effectivement, bah, y a quand même une petite différence par rapport à ce qu'on vit avant, ça a tendance à tendre le rapport de force entre le capital et le travail. Et ça a tendance à donner corps à des luttes sur les salaires dans les entreprises. Et il y a eu beaucoup de conflits dans beaucoup d'entreprises depuis plusieurs mois maintenant. Alors Rostoris qui dit nope, je sais pas pourquoi, tu me diras après peut-être. En Suisse, il y a une motion qui veut que les conventions collectives soient plus importantes que les salaires minimums au niveau cantonal. Aïe, ça pique. Ça veut dire en gros que les conventions collectives peuvent être en dessous du SMIC, c'est ça que tu me dis. Ça c'est la limite, toujours en France, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas déroger à cette limite du SMIC. Ok, voilà, c'est ça. Ah oui, donc ça c'est pas terrible. Bon, cela dit, le SMIC en Suisse, il est très élevé, si je dis pas de bêtises, même en parité de pouvoir d'achat. Donc évidemment, il n'est pas étonnant que dans cette situation-là, on se remette à parler de la boucle prix-salaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la boucle prix-salaire? Ça, évidemment, c'est l'argument patronal central, qui est assez merveilleux, et qui, a des parts de vérité historiquement, mais qui est beaucoup plus, compliqué que ça. Ah, je disais l'on-up, pourquoi tu disais, on croyait que l'inflation était partie. Ouais, bah non, du coup, elle n'est pas du tout partie, et elle est revenue par la grande porte. Il n'y a pas vraiment de SMIC en Suisse, plutôt des salaires horaires minimums dans quelques cantons. Bah tu vois, c'est bon à savoir, je ne savais pas. Je pensais qu'il y avait l'équivalent d'un SMIC. Donc on en apprend tous les jours. Merci Marx pas content. Donc, l'idée de la boucle prix-salaire, elle est très simple. Et elle est assez facile à comprendre. L'idée, c'est que les hausses de salaire, alors là, il faut imaginer que, ça c'est dans le monde des économistes dominants, les salariés arrivent à gagner des augmentations de salaire substantielles. Ce qui n'est pas exactement le cas encore aujourd'hui. Ces hausses de salaire, ça veut dire des coûts de production supérieurs pour les entreprises, logiquement. Au lieu de payer 100, si je dois les payer 110, et au global, les coûts de production augmentent. Les entreprises répercutent cette hausse sur les prix pour conserver leur marge. Ça, c'est fondamental, d'accord? Elles disent, puisque les augmentations de salaire, puisque j'ai perdu sur ce côté-là, je vais répercuter cette hausse sur les prix pour pouvoir faire payer, entre guillemets, derrière aux consommateurs en conservant mes marges. Ce qui alimente, évidemment, vous le comprenez, l'inflation, puisque si les entreprises répercutent les coûts de production à la hausse sur les prix, nécessairement ça entraîne une augmentation globale des prix. Et que vont demander les salariés? Forcément ils vont demander des hausses de salaire. Et s'ils obtiennent des hausses de salaire, qu'est-ce qui se passe? Les coûts de production augmentent, etc., etc. Vous comprenez la logique. Donc c'est une manière très simple de présenter les choses et très commode aussi pour oula, c'est dur à dire ça aujourd'hui, les éditorialistes, le patronat, et toutes les personnes qui veulent pas vraiment du bien au monde du travail, puisque tout se passe comme s'il y avait un seul production et que c'était le travail. Magnifique ça. Alors évidemment, aujourd'hui par exemple, si vous regardez tout ce que disent les boulangers, évidemment, le problème, c'est pas du tout le coût du travail, c'est pas du tout les salaires. Le problème, c'est le coût de l'énergie aujourd'hui. Quand les factures sont multipliées par 10 pour certaines boulangeries, évidemment qu'elles sont pas loin de mettre la clé sous la porte. Et donc, cette rhétorique qui ferait du travail, entre guillemets, le seul coût de production, alors que le travail, c'est ce qui est au centre, et c'est d'ailleurs le seul élément de la création de richesse, c'est au cœur un peu de la bataille aussi qu'on mène entre coût du travail et coût du capital. Autrement dit, le patronat, il cherche à écarter d'emblée la question centrale du partage de la valeur, entre salaire-profit, entre travail et capital. Et évidemment, le patronat peut compter sur le soutien du gouvernement, parce que jamais ce gouvernement-là, en tout cas, ne demandera au capital de limiter son niveau des profits. En fait, c'est tout l'inverse qu'ils font. On pourra faire un stream sur les aides publiques.
encore une fois, mais c'est fondamental, on en a déjà un petit peu parlé lundi dernier, mais de rappeler que c'est grâce au soutien et la perfusion permanente d'argent public que le niveau des profits, et surtout les versements ensuite aux actionnaires, restent à des niveaux si élevés. Bon. Et surtout, ce que fait le gouvernement aussi aujourd'hui, pour ne surtout pas parler de salaire, il y a une négociation en cours autour de ce qu'on appelle le partage de la valeur, alors je mets des guillemets plutôt comme ça, par ici, là. Le partage de la valeur à la sauce gouvernementale, c'est les dispositifs d'intéressement, de participation, l'actionnariat salarié, etc. Tout ce qui n'est pas du salaire, et surtout, ce sont des éléments qui sont, pour l'essentiel, désocialisés et défiscalisés. Donc ni cotisation sociale, ni impôts, en tout cas à des niveaux minorés, alors que, c'est ce qu'on dit beaucoup sur les retraites en ce moment, l'essentiel c'est d'augmenter la part du salaire socialisé dans l'économie. Alors eux, ça tient pas du tout compte de la balance commerciale, si tu importes, tu n'as pas produit. Ah oui, mais alors là, c'est évidemment la version tout à fait simple de la boucle prix-salaire. Je suis pas en train de te dire que ça fonctionne comme ça. C'est l'argument qu'on utilise pour dire, attention, il faut surtout pas augmenter les salaires. Bon, quand on regarde les courbes, alors elle n'est pas tout à fait à jour, celle-là elle date du premier trimestre 2022, si en fait elle est relativement à jour, mais il doit y avoir une publi plus récente de l'INSEE là-dessus. Mais regardez en fait ce qui tire l'inflation, c'est ça là en jaune, ce qui a tiré globalement l'inflation à partir de 2021, c'est le coût de l'énergie qui explose totalement et qui entraîne dans son sillon le reste, notamment les services ici. L'autre élément qui était relativement aussi, qui se met à exploser, c'est le coût de l'alimentation globalement, quoi. C'est ça qui tire les prix de manière très forte. Et puis ça donne des choses comme ça. Cette courbe-là, moi je la trouve super. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un petit bug rouge ici. Tant pis. Regardez l'évolution du taux de marge dans deux secteurs, le transport et l'énergie. Alors ça, je peux vous dire que si vous regardez celle-ci, là, le passage d'un taux de marge aux alentours de 35% à 47%, c'est colossal. Et c'est comme ça qu'on a notamment le patron de la CMA-CGM, qui est une boîte de transport qui est rentré, pouf, dans le top 500 des plus grandes fortunes. Il a vu sa fortune être multipliée par 6. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'aubaine maximal. L'alimentation est liée au coût de l'énergie ou c'est séparé. En fait, les deux jouent en même temps. C'est ça qui est très compliqué parce que pour produire tout un ensemble d'engrais, par exemple, ça dépend du prix de l'énergie directement. Ça dépend du gaz naturel notamment. Et ce qui fait que pour produire un ensemble de choses qui servent à produire ensuite des produits alimentaires, notamment des matières premières, en fait, c'est aussi lié au coût de l'énergie. Mais il y a aussi la spéculation. Donc il y a une partie qui est plus autonome, entre guillemets, qui fait que les prix de l'alimentation explosent. Et puis regardez ici, le secteur de l'énergie, avec un taux de marge qui explose globalement aussi. Et là, c'est évidemment le scandale autour de Total, qui s'appelle maintenant Total Énergie. Bon. Le taux de marge, c'est excédent brut d'exploitation, donc les profits bruts sur la valeur ajoutée. C'est ça le taux de marge. Et le transport et de l'alimentation, un tiers des camions pour l'alimentation. Tu vois, ça, j'avais pas ce chiffre-là en tête, mais c'est effectivement un élément central. Et puis transport, il n'y a pas seulement le camion, il y a aussi surtout les... Salut, ça sous 35. Il y a aussi surtout les... comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? Le transport maritime, qui est exceptionnel... Ah mince, du coup, pardon. Excusez-moi, j'ai laissé mes clés sur la porte. Je reviens parce que sinon, madame ne pourra pas rentrer. Excusez-moi pour cette pause syndicale improvisée, mais sinon, j'allais laisser quelqu'un sur le pas de la porte pendant plusieurs heures, ça aurait été dommage. Enfin, plusieurs heures, on va pas être là pour plusieurs heures, mais quand même. Donc, ça répond un peu à ta question, Marx, d'où vient, quelles sont les causes actuelles de l'inflation? Donc, il faut comprendre qu'il y a deux moments. En fait, l'essentiel de l'inflation qu'on connaît, c'est l'inflation qu'on dit importée, d'accord? L'énergie, etc., les denrées alimentaires, il y a toute une grande partie qu'on importe, et c'est parce que c'est cette inflation importée qui fait que les hausses des prix ont été conséquentes dans le pays. Et ensuite, ça se diffuse à toute l'économie. D'accord? Ça, c'est une vraie question de savoir maintenant qu'est-ce qui va tirer l'inflation vers le haut. Et pour le coup, il se peut que de manière plus endogène, ça veut dire produit par le système économique français lui-même, on ait des augmentations de prix importantes. Bon, les principales causes de l'inflation, elles sont assez connues. Elles sont pas tout à fait nouvelles. Mais je peux quand même vous en dire deux mots. Les prix du gaz et du pétrole.
ils explosent pour plein de raisons. Évidemment, c'est lié au conflit en Ukraine, et puis c'est lié aussi à des réductions volontaires de production des pays de l'OPEP+, les pays exportateurs de pétrole. Prix de l'électricité, du fait de l'existence du marché européen de l'électricité, il est calé sur celui du gaz. Alors ça, c'est un peu technique, mais l'idée, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait un marché cohérent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la dernière production et son coût marginal. En général, la dernière production, une fois qu'on a fait renouvelable, nucléaire, etc., c'est ce qui est le pilotable lié aux fossiles, donc ça va être du gaz, ou ça va être des centrales à charbon, par exemple. Ça coûte plus cher, et ce qui fait que ça tire tous les prix de l'électricité à la hausse. Les prix agricoles aussi tendent à monter, là aussi en lien avec le conflit en Ukraine, mais aussi du fait de la spéculation qui est extrêmement importante sur ces denrées-là. Il y a aussi un effet lié au change. La baisse de l'euro, d'accord, la valeur de l'euro par rapport au dollar, fait que ça augmente le prix des importations, le coût des importations. Donc ça fait que, puisqu'on paye le pétrole en dollars, par exemple, on doit dépenser plus d'euros pour acheter la même quantité de pétrole en dollars. D'accord ? Donc l'essentiel de la hausse, et salut coach MG10, l'essentiel de la hausse trouve son origine dans notre dépendance énergétique. Et ça, ce sera un élément central en fait de conclusion. Ça veut dire que ce que ça met en lumière, là, l'inflation, concrètement, c'est les problèmes industriels, notamment en matière énergétique, qu'on se traîne depuis des dizaines d'années par manque de planification. Ça, c'est clair et net, je pense. Et donc les entreprises sont confrontées, pour beaucoup d'entre elles, à une hausse des coûts, qu'elles répercutent sur les prix pour conserver leur marge. Vous voyez que je répète à chaque fois, pour conserver leur marge. Là, vous allez comprendre un peu vite aussi pourquoi je dis ça, parce qu'on pourrait très bien décider que la variable d'ajustement, ce ne soit pas les salaires, eh bien, ça me paraît logique, mais que ce soit plutôt le niveau des profits. Et donc le choc, pour l'instant, je mets entre guillemets la notion de choc, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette chose-là, enfin avec l'idée que ce soit un choc extérieur. Pour moi, c'est plutôt le reflet des contradictions du capitalisme aujourd'hui. Voilà. C'est de l'ordre de 3% du PIB qu'on perd vis-à-vis de l'étranger. Et qui ensuite font qu'il y a des profits qui explosent, que les multinationales peuvent ensuite mettre ça tranquillement à l'abri, sans que, soi-disant, on soit capable de faire grand-chose. En tout cas, évidemment, ça rend un peu plus difficile vous voyez, une boîte comme Total, c'est 900 filiales dans 130 pays. Donc évidemment, c'est... comment dire ça gérer Total, si on se lève le matin, il va falloir un niveau de coordination internationale assez important. C'est en fait toute l'histoire des firmes multinationales, en fait. C'est comment est-ce qu'elles ont réussi à avoir un pouvoir aussi important. C'est parce que justement, elles mettent en concurrence les législations dans différents pays. Donc tout l'enjeu, c'est de savoir qui doit supporter ce choc. Est-ce que c'est le capital qui doit le porter, ou est-ce que c'est le travail ? Ou est-ce que c'est les finances publiques ? Mais ça veut dire en creux que c'est ensuite nous. Vous le verrez, je reviendrai juste après. Donc si on prend le cas du pétrole, les ménages payent la hausse 2 fois. À la pompe, parce que les prix augmentent, et via les dépenses publiques, parce qu'on a créé le bouclier tarifaire. Et ça va inévitablement nous retomber sur le coin de la tête. Parce que c'est financé par les dépenses publiques, et surtout qu'on pourrait utiliser déjà à court terme pour autre chose, au hasard les services publics et l'emploi public. Voilà. Alors, il y a aussi le fait que certains ports majeurs asiatiques chinois ont été fermés à cause de leur politique Covid. Tout à fait. Le fait que des ports aient été pendant très longtemps embourbés, encombrés, ça a évidemment joué aussi à tirer les prix à la hausse. Et c'est ce qui explique en partie la hausse des marges dans le secteur des transports. Et c'est compliqué d'escroquer plusieurs pays en même temps. Il faut bien que ça rapporte, c'est ça. Alors, la boucle prix-profit, c'est peut-être plutôt ça qu'on devrait avoir en tête plutôt que la boucle prix-salaire. C'est peut-être l'élément le plus scandaleux de ce qu'on traverse. Le point central, c'est que les grosses boîtes, elles ne se sont pas contentées de répercuter, d'accord, les hausses de coûts de production sur leur prix de vente, mais elles ont été au-delà. Elles ont vu l'effet d'aubaine, en fait. C'est ce qui s'est passé pour le transport. Et c'est comme ça que la CMA-CGM a fait exploser ses marges. Donc, leurs marges augmentent significativement, et c'est ce qui explique aussi la contagion de cette inflation au reste de l'économie. Et donc, l'exemple de Total Energy et de la CMA-CGM, qui est une boîte française d'ailleurs, sont deux exemples qui sont évidemment marquants là-dessus. Donc il serait plus juste de parler d'une boucle prix-profit, parce que l'origine de l'inflation, ça n'a jamais été les salaires. En fait, c'est ça l'incohérence dans le message patronal là-dessus. Ils disent « Ah bah, les prix augmentent parce que les salaires augmentent ». Mais en fait, c'est exactement l'inverse. La raison pour laquelle il y a autant de conflits dans les entreprises aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Donc c'est pour ne pas perdre en pouvoir d'achat.
C'est assez merveilleux d'être capable de faire croire à l'inverse, quoi. Bon. Et donc, la capacité de ces grandes entreprises à maintenir leurs marges, à maintenir les versements de dividendes, bah, ça se répercute en cascade dans toute l'économie. Donc, évidemment, on est bien loin de la question des salaires. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de risque de boucle prix-salaire? Ça aussi, c'est important à avoir en tête quand on parle de ça. On l'a dit, la question, c'est qui doit absorber cette inflation? D'accord? Bon, on peut poser le problème de manière très simple, et un peu, voilà. Soit c'est les salariés qui subissent cette inflation. Les salaires augmentent moins vite que l'inflation, d'accord? Ça, c'est la première hypothèse. Ça veut donc dire que c'est les salariés qui payent le coût de la hausse des prix. Et comment est-ce qu'on la paye? Bah, via une perte sèche en pouvoir d'achat. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Alors, sauf si vous avez eu des augmentations de salaire, vous, de 6%. Si vous avez eu des augmentations sur un an inférieures à 6%, bah, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Je suis désolé de vous le dire, ça concerne à peu près tout le monde, ça. Quasiment tout le monde. Sauf si vous avez un pouvoir de négociation très élevé individuellement, ce qui n'est pas impossible, et tant mieux pour vous. Alors, soit c'est les dépenses publiques qui prennent en charge une partie du coût via les fameux boucliers tarifaires comme on a aujourd'hui, puis surtout via de nouvelles aides aux entreprises qui vont être versées et qui commencent déjà à l'être. Subventions, chèques divers, etc. Bah là, en fait, c'est encore une fois nous qui prenons en charge cette inflation, mais nous-mêmes via la fiscalité. Donc là, c'est les travailleurs contribuables qui prennent à leur charge cette inflation. Sauf si, par exemple, on arrive à faire payer ces boucliers tarifaires, ces chèques, etc., au capital. Mais encore faudrait-il qu'il y ait une volonté politique de le faire, ce qui n'est pas le cas. Soit, par exemple, et là on y reviendra après, c'est le cas en Belgique, les salaires sont indexés, ça veut dire que quand l'inflation est de 6%, les salaires bougent de 6%. Et dans ce cas, bah, ce sont les capitalistes qui voient leurs revenus baisser. C'est ceux qui possèdent le capital qui voient leurs revenus baisser. Et je vous donne en mille, le patronat et le gouvernement se sont unis pour une solution hybride entre les deux premières solutions. D'accord? Limiter les hausses de salaire, donc pas de coup de pouce au niveau du SMIC, pas d'indexation des salaires sur les prix, pas d'échelle mobile des salaires, on y reviendra juste après. Et puis, donc on a fait payer une partie comme ça, et l'autre partie par des boucliers tarifaires qui achètent en partie aussi la paix sociale parce qu'ils permettent de limiter les hausses, notamment sur les prix de l'énergie. En fait, si les tarifs du gaz et de l'électricité étaient au prix de gros, en fait, on serait toutes et tous comme les boulangers. Là. On aurait une multiplication par 5 ou par 10 de nos factures d'élec et de gaz. C'est juste impensable. C'est la raison pour laquelle on a des tarifs régulés d'ailleurs. Bon. Et donc, l'objectif est à peu près le même que d'habitude avec ce gouvernement. Garantir les marges des entreprises et surtout garantir ensuite les versements aux actionnaires. Et pour l'heure, ce qui est à peu près certain, c'est que le patronat il se sent en situation de force, du moins il espère l'être. Les profits, ils explosent littéralement dans certains secteurs, et les grands patrons, les grandes patronnes, c'est surtout des grands patrons, s'accordent des augmentations immenses. Vous avez sûrement vu ce truc de Pouyanné, là, où il s'est augmenté de 52%, mais il explique « Ah, mais c'est parce que l'année dernière, j'avais gagné que 4 millions, donc en fait, c'est pas vraiment plus 52%, si on regarde avec l'année précédente où je gagnais, je sais plus combien, en millions. » Donc ça, c'est... Il a eu l'indécence de mettre ça sur Twitter, on avait envie de lui dire « Patrick, là, t'as peut-être un peu déconné, je pense que ton conseiller en communication, il n'a pas été très bon sur ce coup-là. » Bon. Donc à la question « Qui doit payer ?», le patronat répond non seulement « Pas nous », mais compte en plus augmenter ses profits. Et puis surtout, celles et ceux qui détiennent le capital disent en plus on va s'octroyer des versements records. Et c'est comme ça, on a eu les chiffres la semaine dernière, qu'on a une explosion, enfin un nouveau record battu, des versements aux actionnaires du CAC 40 pour l'année 2022. Plus de 80 milliards d'euros. 80 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Bon, c'est évident que là, c'est difficile de ne pas avoir une provocation face aux revendications du monde du travail qui voit son salaire diminuer. Et alors évidemment, quand on regarde ce qui se passe du côté des salaires, ces courbes-là disent déjà des choses très intéressantes. Vous voyez, ça ici, en bleu et en bleu foncé et en je sais même pas quelle couleur c'est, on va dire en saumon, ces deux courbes-là qui se suivent globalement là. C'est le salaire horaire de base des ouvriers et des employés, d'accord, en évolution. Et puis l'autre, c'est le salaire mensuel de base en glissement annuel. Alors regardez ce que ça fait. Vous voyez cette stagnation-là? Ça fait que globalement, les salaires, ils augmentent un tout petit peu tous les ans au même rythme. Et regardez l'inflation. Bim, à partir de 2021, la courbe explose. Et que font
les salaires, par les luttes dans les entreprises, etc., par la mobilisation, ils tentent de rattraper ce niveau des prix, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Bon. Alors, je te trouve dur, on n'a plus rien, 80 milliards de nos jours, mon beau monsieur, c'est ça, exactement. Ouais. On peut plus rien acheter aujourd'hui. C'est comme ceux qui disent, non mais attendez, 5 000 € par mois c'est bien, mais si vous allez au resto tous les midis, dans les beaux quartiers, etc., je peux vous dire qu'à la fin, il reste pas grand-chose. Je crois que c'était quelqu'un comme Darmanin qui avait dit un truc comme ça à l'époque, du genre, tous les midis je dois dépenser 200 balles en restaurant, et j'étais à deux doigts de pleurer pour être très franc avec vous. J'ai versé ma petite larmichette. Alors, revenons à des choses sérieuses et non pas à Gérald Darmanin. L'infâme Gérald Darmanin. Des hausses de salaire. Côté travail, entre 2014 et 2019, le salaire mensuel moyen, d'accord, on parle en équivalent temps plein ici, n'a progressé que de 0,8% par an une fois qu'on a pris en compte l'inflation. D'accord ? C'est des données de l'INSEE, ça. Et les années 2020 et 2021, sous couvert d'incertitude économique, ont ensuite été marquées par une très faible augmentation, voire une absence d'augmentation des salaires. Donc là, je vous parle juste, vous voyez ici, là, avant que les prix ne se mettent à exploser. Et donc le graphique ici résume parfaitement la déconnexion entre l'inflation et les salaires jusqu'en 2021. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est la tentative de rattrapage par rapport à l'inflation, sans succès pour l'heure. Et en euros constants, ça veut dire une fois qu'on corrige l'inflation, d'accord ? Le salaire mensuel de base diminue de plus de 3% en moyenne entre le deuxième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. On a eu des données plus récentes récemment, il faudra que je mette à jour cette note. Voilà en gros où on en est. Autre élément intéressant, là je ne sais pas s'il y a des gens qui bossent dans le public par ici, mais il y a un élément qui est aussi très intéressant. Ça explique beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les services publics aujourd'hui. Sur 36 ans, d'accord, je crois que c'est à partir de 1987, j'ai peur de dire une bêtise, je revérifierai après, le point d'indice, d'accord, ce qui sert de base aux augmentations de salaire dans le public, n'a été supérieur à l'inflation que 9 fois en 36 ans. Et à chaque fois, c'était très légèrement supérieur. Et en fait, c'est comme ça qu'on a réduit les dépenses publiques sur les salaires dans le public. Très concrètement. On a spoilé chaque année une toute petite partie. Ce document qu'on regarde ici, là, tu veux dire banlieue salaire ? Je vais vous mettre le lien si vous voulez, juste après. Et pour finir sur le public, ça veut dire que c'est comme ça que... Oui, il est disponible. Hein. Je vais vous le mettre dans le chat à la fin si vous voulez. C'est comme ça qu'on a réduit les salaires dans le public. Et ça, c'est absolument central. Parce que ça veut dire, on n'a jamais décidé de baisse du niveau du point d'indice. Ce qu'on fait, qui est beaucoup plus subtil, on dit, cette année, l'inflation est de 1,3%, d'accord ? Et du coup, le point d'indice ne va augmenter que de 0,8%. Et là, on se dit, 0,5, c'est pas grand-chose. Mais 0,5, si on le répète pendant 30 années, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et c'est comme ça que le salaire des profs, d'accord, exprimé par exemple en nombre de SMIC, il s'est mis à fondre comme neige au soleil, quoi. Et ça, c'est un élément qui est central. Je continue. Est-ce qu'une hausse des salaires va entraîner une inflation supplémentaire ? Cette affirmation ne vaut que si on accepte l'explosion des marges des entreprises. Rien n'oblige, il n'y a pas une loi qui dit aux entreprises, vous devez répercuter les hausses de coûts de production sur les prix. Ça n'existe pas, ça. C'est des choix qui sont faits au niveau de l'entreprise, qui dépendent de leur niveau de pouvoir de marché, etc., etc. En fait, on pourrait même les forcer à accepter de rogner un peu leurs marges, puisqu'elles sont très élevées. D'après l'INSEE, le taux de marge des sociétés non financières, d'accord, tout ce qui est hors banque assurance, serait de 32% sur l'année 2022, en hausse par rapport à 2018. Ça signifie que les entreprises ont répercuté l'augmentation des coûts de production sur les prix, et c'est précisément ça qui explique la transmission ensuite de l'inflation à tous les secteurs de l'économie. Donc évidemment, il faut séparer les types d'entreprises. On ne peut pas comparer les TPE, enfin les PME et les TPE, et surtout les TPE, là, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des boulangeries, et c'est pour ça que, médiatiquement, c'est très efficace. On s'identifie à un boulanger, vous voyez ? C'est logique, quelqu'un qui est soit tout seul, soit avec 1 ou 2 salariés, c'est pas exactement Patrick Pouyanné. Hein. Donc évidemment, ensuite, ça permet de dire « Ah toutes les entreprises, ce sont comme les boulangers ». Ça, c'est un élément un peu classique, hein. Alors que ce qu'il faut faire pour nous, c'est l'inverse. Il faut opposer justement le boulanger aux grands groupes. Et en n'oubliant pas d'ailleurs que dans ce pays, il y a quasiment la moitié de la valeur, il y a plus de 40% de la valeur ajoutée qui est réalisée par 500 entreprises. Bon,
L'autre urgence pour permettre l'augmentation globale des salaires, c'est de contraindre les donneurs d'ordre, donc les grandes entreprises, à desserrer les taux sur les fournisseurs et les sous-traitants. Là, c'est essentiellement les PME. La quasi-totalité des PME dans ce pays travaillent pour un grand groupe, hein, plus ou moins directement. Donc on retrouve à nouveau la question du coût du capital. Bon, je passe là-dessus sur l'idée que toutes les entreprises ne pourront pas augmenter les salaires. Alors ça, c'est peut-être un conseil pour vous. Si vous êtes dans une entreprise, demandez toujours l'appui d'un expert pour qu'il regarde la situation économique avec les bonnes lunettes, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de biais en faveur du patron. Mais surtout, ce qu'il faut demander, et c'est un peu ce que demande la CGT aujourd'hui, chaque employeur aura toujours une raison pour dire au cas par cas, je ne peux pas augmenter les salaires. Et c'est pour ça qu'il faut une augmentation générale et coordonnée, en commençant par le SMIC. L'autre idée, c'est évidemment qu'il y a des aides publiques aux entreprises qui sont colossales, et qu'à partir de là, on peut aussi utiliser ce levier-là pour demander notre dû, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Alors, voilà maintenant des éléments de ce qu'on pourrait faire. Le premier élément, il y avait une loi sur le partage de valeur ajoutée qui a été assouplie sous Giscard et supprimée sous Bérégovoy. Tu veux dire que tu parles peut-être de l'échelle mobile des salaires, non? Je pense que c'est ça. Si c'est ça, on va y revenir. Tout de suite d'ailleurs. Donc, premier outil à avoir quand on veut penser ces choses-là, c'est la... Salut les camarades du conflit capital-travail. Salut Mac Bouture, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Le contrôle des prix a longtemps fait partie des boîtes à outils des gouvernements. Ça, c'était tout à fait vrai, surtout après la guerre notamment. Enfin, la Seconde Guerre mondiale. Donc ça continue à exister encore aujourd'hui. Les tarifs réglementés, les tarifs bloqués, etc., ça, c'est des formes de contrôle des prix, qu'on le veuille ou non. Alors, il y a un jeune économiste qui s'appelle Jean-François Noguet, qui avait montré un super graphique au dernier congrès de l'Association française d'économie politique, il faudra que je leur demande, où il expliquait en gros que la plupart des prix importants ont toujours été administrés depuis la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça super intéressant, mais je leur demanderai son graphe. Bon, ce serait quoi les conséquences d'un nouveau contrôle des prix? Ce serait évidemment une réduction des marges pour les entreprises qui se la verraient appliquer. On leur dit tu ne peux pas vendre plus, et si tes coûts de production montent, ce qu'on dit en creux, c'est les profits qui doivent payer. D'accord? On a déjà dit que ces marges explosaient, donc l'idée ce serait de limiter cette explosion et d'accepter de rogner un peu les marges. En réalité, il faut retourner le problème aujourd'hui. Ce qui est en cause, c'est la libéralisation des prix de l'énergie. L'élément central, c'est de reprendre le contrôle, donc reprendre le contrôle sur les marges incontrôlées et limiter les conséquences néfastes pour les ménages. Voilà, c'est faire le choix à qui on fait payer. Ce qu'on dit nous, c'est qu'il faut faire payer au profit. Et c'est aussi un élément de stabilisation économique. Donc, indexer les revenus à l'inflation. On appelait ça l'échelle mobile des salaires. Aujourd'hui, il y a un seul revenu qui est encore bon an mal an indexé à l'inflation, d'accord, et qui même la dépasse un tout petit peu, c'est le SMIC. Il augmente au minimum au même rythme que l'inflation. En fait, c'est sur le salaire horaire de base des ouvriers et employés, donc c'est un tout petit peu plus que l'inflation, d'accord. Il y a un calcul un peu plus fin, et en note de bas de page, c'est donné dans la note, donc vous pourrez aller voir ça quand je vous l'enverrai. Donc ni le reste des salaires, à part le SMIC, ni les minima sociaux ne suivent cette tendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénéficiaires de minima sociaux s'appauvrissent, donc les plus pauvres s'appauvrissent. Ça veut dire que pour la majorité des salariés, il y a un recul du pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'on se retrouve, nous, avec plein de camarades dans les boîtes qui disent « moi, ça fait 20 ans que je bosse, j'étais légèrement au-dessus du SMIC, et en l'espace d'un an, je suis revenu au SMIC. » T'as 20 ans d'entreprise et t'es au SMIC, maintenant. Voilà en gros ce que ça fait, ça, ce tassement. Mais le problème, il vient pas de l'augmentation du SMIC. C'est pas parce que le SMIC augmente que c'est de la faute des smicards. C'est parce que toi, ton salaire, il suit pas. C'est ça l'enjeu. Il faut pas prendre le problème à l'envers. Donc les grilles de salaire sont rattrapées par le SMIC, et évidemment le calcul de l'ancienneté, il se base sur ces grilles de salaire qui commencent maintenant pour beaucoup en dessous du SMIC. Et donc, plusieurs choses. Indexer les minima sociaux à l'inflation. Remettre en place une échelle mobile des salaires. Ça veut dire concrètement que... Alors en fait, ça a jamais véritablement existé du point de vue... aussi simplement que ça, mais il y avait pratiquement une convention qui était liée au fait que les négociations collectives étaient beaucoup plus importantes et que les syndicats étaient très puissants aussi à cette époque-là, notamment la CGT, fait qu'en fait, pendant très longtemps, au moins jusqu'en 1982, les salaires évoluaient sensiblement
d'accord, au même rythme que l'inflation, pour préserver le pouvoir d'achat. Et ce qui se passe maintenant, c'est exactement l'inverse. Les salaires réels, donc corrigés de l'inflation, chutent. Et donc l'indexation, elle présente l'avantage d'être mécanique. Les patrons détestent ça. Ils détestent quand c'est mécanique. Le SMIC, c'est mécanique, par exemple. Ils n'aiment pas ça du tout, hein. Quand on leur impose des choses, bah oui, évidemment, c'est que ça permet de limiter la concurrence entre salariés et que ça protège mieux le travail. Et les primes, boucliers et autres remis sur les carburants, bah ça, c'est la boîte à outils gouvernementale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font en gros pour éviter qu'il y ait des mobilisations beaucoup trop fortes? Bah, d'un côté, les patrons donnent des primes, de l'intéressement, des trucs qui sont pas vraiment, qui sont pas du salaire, hein, donc qui engagent à rien sur la durée. C'est ça qui est essentiel. Une prime, on peut toujours te l'enlever l'année d'après. On peut toujours trouver une bonne excuse pour pas te la verser. Et puis surtout, les primes, c'est un outil génial pour diviser le salariat. Alors ça, je prends un exemple que je connais un petit peu, c'est celui de la santé. Le Ségur de la santé, ça c'est merveilleux, parce que ce que vous faites, alors ça c'est un coup de génie de la part du gouvernement, pour calmer les revendications, vous dites, on va verser une enveloppe. Et puis ensuite, vous dites, bon, en fait, il y a toute une partie de vos collègues qui n'auront pas cette prime. Donc dans les boîtes, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous battez pour que tout le monde l'ait. Et donc pendant tout ce temps où on se bat, et à raison d'ailleurs, parce que c'est la double besogne, on essaie de faire ce qu'on peut à court terme, bah on parle pas de salaire pendant ce temps-là. Donc ça occupe en fait les batailles salariales avec de manière très maligne, hein. On dit certains l'auront pas, les psychologues dans les hôpitaux l'auront pas, par exemple, etc., etc. Les agents administratifs l'auront pas, vous voyez. Et comme ça permet de diviser et de faire discuter sur ces questions de primes. L'autre élément qui est aussi très intéressant, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des éléments d'intéressement, de participation, etc., ne sont pas soumis à cotisation, ni à fiscalité pour la plupart, ou en tout cas avec une fiscalité réduite. Bah là aussi, c'est tout bénef, hein. Et pour le patronat, ça veut dire aussi que ça coûte moins cher. Bon. Et donc il faut retourner le problème aussi. Sur l'économie, à court terme, la chute du salaire réel, ça conduit à une baisse de la consommation, et ça réduit les débouchés des entreprises. Donc ça fait une chute de l'emploi. Ça, c'est des mécanismes keynésiens très basiques, mais qu'il est bon d'avoir en tête aussi. Et donc on l'a vu, enfin on l'a peut-être pas vu là, mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va avoir à nouveau une remontée du chômage en 2023. Ça, c'est les dernières prévisions de l'OFCE, l'Observatoire des conjonctures économiques. Et le patronat ressort évidemment à cet égard le classique de la compétitivité. Si les salaires augmentent, les entreprises seront moins compétitives que celles du voisin. Argument qui ne tient pas aujourd'hui, puisque précisément l'inflation est plus faible en France que dans les autres pays européens. Alors ça, c'est aussi un argument qui est mis en avant par Bruno Le Maire. Il dit, mais attendez, l'inflation en France, elle est moins élevée. Mais en fait, que l'inflation soit élevée ou pas élevée, c'est pas ça qui compte pour les salariés. Ce qui compte, c'est est-ce que tes revenus ont plus ou moins baissé par rapport à l'inflation? Si vous avez comme en Belgique 10% d'inflation, mais que vous avez une indexation, votre pouvoir d'achat il a baissé de 0. Alors qu'en France, si vous avez 6% d'inflation, mais que les salaires ont augmenté de 3%, ce qui s'est passé, vous perdez 3% de pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est toujours pareil, c'est toujours le conflit entre le capital et le travail qui repointe le bout de son nez à chaque fois qu'on essaye de le mettre sous le tapis. Parce qu'une hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, ça veut dire mécaniquement une baisse des profits. Et tout se joue sur ce conflit-là. Bon, le cas belge, il est intéressant. Parce que la Belgique, ils ont toujours un mécanisme d'indexation. On n'a jamais constaté, pendant longtemps, un dérapage des prix, hein. Et l'inflation n'a pas été plus élevée qu'ailleurs, d'ailleurs, tendanciellement, avant 2020. La grande différence, c'est que la part des salaires de la valeur ajoutée en Belgique s'est stabilisée à un niveau supérieur entre 90 et 2020 par rapport à la France. C'est sans doute une des raisons du refus de l'indexation. Éviter que les profits ne soient diminués. Et donc certains pourraient rétorquer que les entreprises aujourd'hui vont connaître des difficultés importantes, ce qui n'est pas faux, hein. L'industrie, par exemple, va connaître de grosses difficultés. Ça, on peut pas se le cacher en disant ben non, tout va bien aller dans les boîtes. Les contradictions du capitalisme, ça provoque ce genre de choses-là. Et on répondra que les abondantes aides publiques aux entreprises, près de 150 milliards d'euros, en fait maintenant c'est plus que ça, on est rendu à plus de 200 milliards d'euros. J'ai fait un post sur Twitter là-dessus, que j'ai épinglé, je crois que vous pourrez aller regarder, les chiffres sont ahurissants. Ça représente 2 fois le budget de l'éducation nationale, maintenant on est pratiquement à 3 fois le budget de l'éducation nationale. Donc là on pourrait se dire que en fait, nos boulangers par exemple, c'est eux qui devraient bénéficier le plus des aides publiques aux entreprises conditionnées, vous voyez? Et certainement pas des boîtes comme Total qui touchent par exemple tous les ans 70 millions d'euros de crédit impôt recherche. Bon, je vous laisserai penser ce que vous voulez de ça. Surtout les primes sont les plus importantes à mesure que tu montes. Donc plus tu gagnes, plus tu as de primes, on marche sur la tête, exactement. Et ça permet aussi de diviser les salariés, notamment les ingénieurs, cadres, techniciens.
Ton document là, c'est la publication en exclu prévue par la CGT. Alors celle-là, elle a déjà été publiée, donc il n'y a pas d'exclu. Alors, mettre à contribution les hauts revenus et les profits, c'est la deuxième urgence. Bon ça, je vais passer assez vite, c'est la logique de taxer les fameux super profits. J'aime pas beaucoup le terme de super profit, mais bon, c'est un peu, ça paraît presque tomber sous le sens en fait, hein. Ces profits-là qui sont de pur effet d'aubaine et qui sont énormes, hein. On rappellera que pour le coup, c'est absolument colossal, hein. Les boîtes du CAC 40, elles ont réalisé 73 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre 2022. C'est immense. Bon, CMA, CGM, on a déjà parlé, qui ont aussi vu leurs profits exploser. Donc la question qui se pose à court terme, c'est la répartition du fardeau. Donc les grandes boîtes ne prennent aucunement leur part et font porter le poids sur les travailleuses et les travailleurs et sur l'État. Donc évidemment qu'il faut les mettre à contribution en taxant les super profits. On avait calculé que ça pouvait rapporter entre 10 et 20 milliards d'euros, cette taxe sur les super profits, avec un calcul qui en plus est relativement à minima, on pourrait même avoir encore plus que ça. Rien ne justifie que ces boîtes-là s'enrichissent à un tel niveau et surtout qu'ensuite leurs actionnaires s'enrichissent à un tel niveau. Et puis je finis avec ça. Ce qui est central, c'est de traiter le problème à la racine. Et traiter le problème à la racine, je vous le donne en mille, c'est que notre régime économique produit cette inflation et produit ces incohérences en permanence. Donc évidemment, au-delà de la pure question de la répartition, qui est centrale pour les salariés, hein, parce que perdre 3% de pouvoir d'achat, je peux vous garantir que ça fait très mal au portefeuille pour beaucoup, beaucoup de ménages. Mais évidemment, on ne pourra pas corriger ni cette inflation, ni le fonctionnement de ce système économique-là, par des taxes, par je sais pas quoi. L'inflation, c'est le reflet de la façon dont ne fonctionne plus la mondialisation aujourd'hui. C'est un peu brutal dit comme ça, mais c'est exactement ça. C'est un puissant révélateur des impasses et des contradictions du capitalisme contemporain. Et les tensions sur l'approvisionnement, les tensions sur les marchés de l'énergie, les tensions sur le transport sont le révélateur de ça et de cette intensification entre le capital et le travail. C'est en période de forte inflation que ça saute aux yeux, quoi. Ce décalage entre la rémunération du capital qui, non seulement en période dite de crise, ne faiblit pas, mais s'accroît. Vous voyez ? Ça fait quand même 2 crises d'affilée. Bon, on pourrait discuter longuement sur la notion de crise. Je sais qu'il y a des fins connaisseurs de Marx ici, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est fondamental, ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on appelle une crise. Le capital, lui, ne connaît pas la crise pour l'instant, hein, clairement. Quand on bat des records de dividendes alors qu'on est censé être dans un moment qui serait catastrophique pour l'économie, vous comprenez bien qu'en fait, il est catastrophique pour le monde du travail, d'abord. Et donc, il faut un plan, quoi. On ne sortira pas de l'ornière avec des chèques, avec des mécanismes fiscaux, etc. Ce qu'il faut, c'est une rupture globale avec le fonctionnement de ce régime économique. Et donc, il y a 2 stratégies qu'on peut voir assez clairement. Il y a d'un côté gouvernement, patronat et banque centrale qui veulent le retour le plus rapidement possible à la normale. Là aussi, je mets des guillemets. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ça correspondrait cette normalité, quoi. Est-ce qu'il faut revenir au régime de croissance qui est basé sur une inflation très basse des salaires pour le coup, d'accord ? Un régime à forte pression salariale, avec des revenus élevés pour le capital, avec destruction des collectifs de travail, avec démantèlement des services publics. Regardez la gueule de l'hôpital aujourd'hui. Avec une explosion des versements aux détenteurs de capitaux. Est-ce qu'il faut remettre les finances publiques sous la discipline des marchés ? Parce qu'on en est relativement sorti en fait, hein. Quand on a fait exploser les dépenses pendant le Covid, la seule question c'est pour qui et pourquoi on a fait ces dépenses. Est-ce qu'il faut renouer avec la désindustrialisation qu'on connaît et dans ce pays et dans la plupart des économies avancées d'Europe à part l'Allemagne et les Pays-Bas ? Est-ce qu'il faut continuer la dépendance aux énergies fossiles dont on voit qu'elle nous conduit dans le mur ? Est-ce qu'il faut continuer la trajectoire qui est la nôtre de destruction de l'environnement et de réchauffement du climat ? Je ne parle même pas de la biodiversité, qui nous conduit pour l'instant à trajectoire constante, à un réchauffement de plus 3,8 degrés. Est-ce que, en France, je parle, est-ce que c'est ça, la normale ? Moi je fais partie de ceux qui pensent que pas du tout. Et donc tout l'enjeu de la rhétorique gouvernementale, ça va être de faire de l'inflation un épisode passager, d'accord, qu'on pourra corriger. Et en fait c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire aussi avec la crise Covid, en disant c'est passager, c'est pour ça aussi qu'ils ont fait des financements de la dette particuliers, etc., en assumant que cet épisode-là va être douloureux pour les populations, mais c'est la même logique, il n'y a pas d'alternative. Et vous le retrouvez encore avec les retraites, ça. Ah, on sait bien que bosser 2 ans de plus, ça fait mal, mais il n'y a pas d'alternative. En fait, il y a évidemment toujours une alternative. Le retour, eh oui, Matt, salut. Et donc, sans rentrer dans le détail,
les décisions des différentes banques centrales aujourd'hui aussi de remonter leur taux d'intérêt vont irrémédiablement conduire les pays, la plupart des pays, sinon à la récession, ça c'est à peu près clair pour beaucoup d'économies malheureusement, sinon à un régime de croissance très faible. Donc on est face à toutes ces contradictions là, au même moment. Et tout ce qui est en train de péter dans tous les sens, l'inflation, les crises Covid, etc., sans parler évidemment des dégâts environnementaux maintenant qui vont nous tomber dessus chaque été, chaque hiver, etc., bah, c'est la logique générale du régime économique qui ne marche plus, quoi. Ça ne fonctionne plus. Et donc c'est parce qu'on comprend bien que cette remontée de l'inflation, c'est le symptôme de troubles qui sont plus importants encore, qu'on demande une autre logique de production. Et ça implique de rompre avec le capitalisme pour utiliser le gros mot. Donc ça passe nécessairement par une autre répartition des richesses, ça c'est évident. Ça implique de sortir l'énergie et les biens et services de première nécessité du marché. Donc ça implique de développer les services publics, de développer les socialisations, etc. Et c'est vrai pour l'énergie, mais c'est aussi vrai pour les transports, etc. L'autre élément central, et ça on le voit que c'est très clairement, c'est l'urgence de sortir des énergies fossiles. Et là, pour le dire clairement, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt du tout, quoi. Donc là, on va avoir une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'années compliquées, mes chers amis du chat. Mais au moins on sait ce qu'il y a devant nous, quoi. Et donc seule une véritable politique industrielle, avec des véritables pôles publics, gérés collectivement, etc., permettra de répondre à cette double urgence sociale et environnementale. Donc pour conclure, l'inflation, c'est un puissant révélateur des limites de notre régime économique et c'est aussi un puissant révélateur du conflit entre le capital et le travail. Je vous mets tout de suite la note dans le chat et je reviens avec ma grosse tête. Alors, la note. C'est parti. La voici. Et le site global du revendicatif Front Fédéral, n'oubliez jamais, c'est celui-là. Analyse des propositions CGT, là-dessus, il y a toutes les publications régulières qui sont produites par le pôle économique de la CGT, et pas seulement, par toutes celles et ceux qui bossent sur les questions juridiques, les questions de garantie collective, etc. etc. Ça va? C'était à peu près clair, vous voyez un peu l'idée. C'est toujours dense, hein, ce genre de choses-là, mais au moins, vous comprenez, j'espère, de quoi je parle. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. Bon, c'est good. Bah voilà en gros pour l'inflation. Hein. J'avais promis que je le ferais cette semaine. Et donc c'est fait. Donc maintenant, si vous voulez relire à tête reposée la note, je vous l'ai mise dans le chat. Je vais même épingler le message. Je ne savais pas que vous pouvez faire ça, tiens. On apprend tous les jours. Hein. Je l'épingle pendant 20 minutes. Très bien. Voilà. Et puis je vais aussi vous mettre la vidéo. Je vous remets la vidéo qu'on a faite ce midi avec l'Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens de la CGT sur des intox sur les retraites. Mais merci à toi, Banlieue Salaire. Bon, si vous avez des questions, je suis preneur maintenant. Et si vous voulez qu'on cause des retraites, on peut tout à fait causer des retraites aussi. Parce que je pense qu'avoir des arguments sur les retraites, c'est jamais une mauvaise chose. On peut se prendre une petite demi-heure retraite. Et si vous voulez, je peux même carrément vous remettre aussi le webinaire de ce midi. On peut faire ça. Attendez, je vais faire un petit... Ça fait longtemps que j'ai pas fait un sondage. Paul. Après, c'est bizarre de se regarder soi-même, mais c'est pas grave. On regarde le webinaire CGT sur retraite. Oui. Non, c'est mort. Mais de rien, Kim Kalsum, bienvenue à toi. Et alors, attendez, laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder un petit truc. Voir combien on est désormais. « 2999 followers, c'est pas possible ça, on va jamais atteindre les 3000. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas possible. Écoutez, ce sera pour une autre fois. Hein. Moi, je me demande comment ces gens se disent, on met la pression sur ceux d'en bas et croire que ça va bien finir. Bah, mets-toi à la place de ceux qui possèdent. Sauf erreur pour l'instant, ça marche. Hein. C'est tout le problème aussi. Ils savent bien que s'organiser, c'est compliqué. Alors, ils savent bien que si on s'organise vraiment, d'un seul coup, leur affaire marche plus, quoi.
Il y a un moment, il faudra qu'ils expliquent pourquoi il y a des profits si importants, même en période de crise, comment tout ça fonctionne. Il faudra qu'ils expliquent pourquoi on ne peut pas faire autrement, alors qu'on passe notre temps à montrer qu'on peut faire autrement. Donc je crois que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour expliquer pourquoi on a du mal à se mobiliser collectivement. Et ça, c'est pas tellement. J'aurais pas grand chose d'intelligent à dire là-dessus. C'est surtout les sociologues et les politistes, etc., qui travaillent beaucoup sur cette question. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a tout un ensemble de facteurs, notamment institutionnels, qui font que on est fragilisé quand même collectivement. Mais ce qui est certain, ce qui est pas certain, mais ce qui est un élément à ne jamais oublier, c'est qu'il y a un moment, effectivement, si on en prend tous et toutes conscience, il y a peu de chances que ça dure quand même très 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 longtemps cette affaire. Hein. En tout cas, ça peut mal finir, effectivement. C'est sûr. Bon, écoutez, on va se regarder le petit webinaire. C'est parti. Donc, vous ferez pas attention au barbu qui parle. Il fait ce qu'il peut. Hein. Encore la faute des postiers, tout ça, ces pauvres facteurs, c'est ça. J'avoue que prendre le temps de s'informer est compliqué et quand tu rames, t'as pas l'occasion de voir l'horizon. Exactement. C'est ça. Donc, la toute petite ambition de ce stream, c'est de contribuer à donner des éléments d'information et de réflexion. Et puis ensuite, si on arrive déjà à faire ça, ce sera déjà pas mal, n'est-ce pas? Allez. Vous me dites si vous entendez le son correctement. Hop là. Oula. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous pour ce podcast qu'on enregistre dans le cadre d'un webinaire de l'Égypte CGT. Alors pour lancer cette discussion, on peut peut-être se pencher sur deux éléments de langage et Est-ce de que vous entendez bien? Le premier, c'est de parler d'une réforme indispensable et vitale, selon l'expression d'Emmanuel Macron. Alors oui, j'ai tendance à faire beaucoup, je suis désolé, je suis très expressif du visage, même quand j'écoute, donc si vous voulez, c'est pour ça que je suis nul au poker, par exemple. Donc quand j'entends une connerie, je vais faire, vous voyez, ce genre de truc-là. Donc excusez-moi, c'est... Bon là, il n'y a pas beaucoup de conneries qui seront racontées, mais pardonnez-moi, c'est ce visage trop expressif. Et le second, Un peu c'est qu'il faible, alors s'agirait d'une j'augmente. réforme de justice, d'équilibre et de progrès. Qu'est-ce que ça vous inspire, Agathe Le Berder? On voit que la posture adoptée semble être celle de la mesure, du réalisme, de la modernité. Effectivement, peut-être une posture aussi un peu d'enfumage, hein, parce que ça peut pas être considéré aujourd'hui comme une réforme, de justice puisqu'elle sert, ce qu'on en comprend de cette réforme, c'est qu'elle sert avant tout à financer des baisses d'impôts aujourd'hui. Le gouvernement, vise à baisser la dépense publique. Il s'est engagé à le faire auprès de l'Union européenne, cet été. Il a inscrit dans son, budget le fait qu'il baisserait, les impôts, des entreprises à hauteur, en fait, de l'équivalent de la réforme de retraite, qu'il veut faire peser aujourd'hui sur, les futurs retraités, les salariés que nous sommes. Et ce, dans un contexte où, qu'on connaît, c'est-à-dire, le versement là, en 2022, d'un record de dividendes aux actionnaires, plus de 80 milliards cette année qui ont été versés aux actionnaires. Donc comme d'habitude, ce sont, aux travailleurs en fait de passer à la caisse, dans le contexte qu'on connaît, celui de l'inflation à plus de 6 qui touche, spécifiquement aussi les cadres et professions intermédiaires. Donc pour la justice, je pense qu'on repassera. Sur le côté, indispensable, hein, vous avez dit, une réforme qui était absolument nécessaire. Oui, est-ce qu'on n'a pas le Heu, choix, quoi? alors, c'est ce qu'on comprend du gouvernement, ce qui nous, ces éléments de langage, visent à nous faire comprendre que notre système de retraite est en grave danger si on n'adopte pas immédiatement, le passage à la retraite à 64 ans, et la hausse, de la durée de cotisation. Ce qu'on sait en vérité, c'est que, aujourd'hui, notre système de retraite aujourd'hui est excédentaire. Il l'était, l'année dernière, il le sera cette Mmh. année, et que, dans les 10 prochaines années, il y aura un léger déficit entre 0,5 et 0,1 point de PIB selon, les conventions comptables, qui est un déficit qui est conjoncturel, qui est lié au fait que les baby boomers, voilà, sont à la retraite et sont très nombreux. Par contre, sur le fond, sur la trajectoire, à plus long terme de notre système de retraite, il n'est pas du tout en danger. Le Conseil d'orientation des retraites, le COR, le dit lui-même d'ailleurs, hein, dans son dernier rapport. Il dit que la trajectoire est maîtrisée, notamment parce qu'en fait, on va assister à une baisse, du niveau, des pensions. Nous, ce qu'on dit, hein, à l'UJC-CGT, à la CGT, c'est que la réforme vitale qui est à mener, c'est une autre réforme, celle de la Ouais. retraite à 60 ans, avec 75 du dernier salaire. Et vous aurez Vous avez vu comment elle parle bien? C'est hyper clair, non? Chapeau. Bravo, Agathe.
évidemment le temps, un tout petit peu, plus tard dans ce podcast, de nous en dire plus, Mathieu Coq, une réforme de justice, d'équilibre et de progrès. Bah, je ne peux que partager ce que vient de dire Agathe en tout point évidemment et j'arrive pas à savoir quel est le plus gros mensonge entre les 2. Savoir si c'est une réforme de Oh! justice ou si c'est une réforme vitale. Les 2 sont évidemment de alors je dirais même plus que c'est plus que de l'enfumage, hein. C'est pratiquement un mensonge d'État, en tout cas sur, le fait que le système soit en danger. Quand je vois les visuels de la majorité, en place passer, c'est véritablement un mensonge, hein. Quand on regarde les masses financières, on pourra peut-être y revenir un peu plus en détail, mais effectivement, ce n'est absolument pas un danger. Le régime étant excédentaire, comme vient de le dire Agathe, et en fait, même si on ramène ça en milliards d'euros pour les années à venir, c'est une goutte d'eau en fait dans l'océan des retraites. Donc c'est effectivement un danger de dire que enfin c'est un mensonge plutôt de dire que c'est un danger. Il y a un économiste qui s'appelle Michael Zemmour qui a une très belle image Mmh. pour ça. Il explique si un mois dans l'année vous avez un découvert de 100 ou 150 euros, vous êtes embêté, mais vous n'êtes pas en danger financièrement. Vous voyez, c'est exactement le même type d'ordre de grandeur pour les retraites. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être à découvert toute sa vie. Ça veut juste dire que bah, la question centrale, c'est celle des ressources du système, question que ne pose jamais le gouvernement par ailleurs. En tout cas, qui refuse de la poser pour tout un ensemble de raisons sur lesquelles j'imagine on pourra revenir. Et réforme de Absolument. justice et de progrès, c'est tout l'inverse. Le progrès pour nous, c'est travailler moins longtemps et travailler toutes et tous, que ce soit, sur la durée hebdomadaire de travail ou que ce soit tout au long de la vie. Et puis surtout cette réforme-là, là aussi on va peut-être pouvoir y revenir un petit peu, c'est une réforme qui est extrêmement dure, extrêmement violente, aux conséquences immédiates et rapides et qui en plus s'accumule avec d'autres réformes très récentes. Je pense notamment à celle de l'assurance chômage. Donc tout ça fait un cocktail qui est bien loin de l'idée de justice et de progrès et bien plutôt une volonté de réduire les dépenses de retraite pour financer autre chose. Agathe en a dit 2 mots et je pourrais aussi compléter là-dessus, par la suite. Ce terme, Mathieu Coq, d'inévitable, vous qui êtes, économiste, qui connaissez bien l'histoire des 40-50 dernières années, ça ne vous rappellerait pas, ce cher Tina, «There is no alternative», la phrase de Margaret Thatcher? Est-ce qu'on est là-dedans, là? Bah, c'est à peu près la même logique pour l'ensemble des réformes néolibérales qui passent maintenant depuis une quarantaine d'années. C'est toujours le même argument. On n'a pas le choix. Ça, c'est la version la plus édulcorée, en fait, du vocable, libéral. On sait bien que ce sera douloureux, vous comprenez? Donc c'est toujours des gens qui, évidemment, ne subiront jamais les conséquences des réformes qu'ils font passer, qui expliquent que ce sera très douloureux ou alors un petit peu douloureux, mais que c'est inévitable, voilà. Donc évidemment, on ne parle jamais des alternatives. Il y a toujours une alternative, c'est l'inverse justement de l'idée qu'il y en a pas. Il y en a toujours une, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement simple ou simpliste, ça veut dire qu'il faut trouver les ressources pour financer ce que nous, on veut financer. Et Agathe l'a dit aussi, nous, on veut une réforme avec une retraite à 60 ans, on veut un taux de remplacement qui donne de bonnes retraites, et tout ça, ça a un coût, on en est pleinement conscient. Et donc l'enjeu central, c'est celui de la répartition des richesses. Donc il n'y a jamais rien d'inévitable, a fortiori en matière de retraite. Alors, en tout cas, on a bien compris que là, il s'agissait de travailler plus longtemps. La mesure emblématique de ce projet, c'est bien sûr de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et Elisabeth Borne nous dit ceci: «Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions». Agathe Le Berder, est-ce que, vous croyez à ce donnant-donnant? Alors ça, c'est totalement faux. D'abord, donc le report de l'âge légal, de 62 à 64 ans va toucher tout le monde progressivement. L'objectif là, c'est d'augmenter, progressivement, trimestre par trimestre, pour les prochaines générations, donc pour les gens qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, qui sont nés entre 61 et 68, l'âge légal, le passer à 64 ans. C'est, quelque chose qui est voilà, qui est, comment dire? Ça va être très compliqué pour un certain nombre de salariés, voire pour l'ensemble des salariés. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 3 seulement qui, est en situation d'emploi à l'âge de passer à la retraite, donc ça rend les choses très difficiles et aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour les cadres, l'âge médian de départ à la retraite est de 63 ans. Donc aujourd'hui, les gens partent à la retraite avant cette borne des 64 ans qui veut nous être imposée, par le gouvernement. Donc ce qui fait que les gens vont, subir des périodes probablement de chômage, d'invalidité, être en arrêt maladie pendant longtemps avant de pouvoir enfin atteindre l'âge des 64 ans et pour les travailleurs enfin les professions intermédiaires et les cadres, la question du chômage se pose, de façon très spécifique. Hem Et puis, ce qu'on sait, c'est que cette réforme, elle vise aussi à augmenter, bien plus rapidement l'allongement de la durée de cotisation. Ça, c'était une précédente réforme, la réforme Touraine, qui a été votée, en En 2013. 2014, ouais, Oui, 2013-2014. c'est ça et qui visait à
à passer la durée de cotisation progressivement à 43 ans et là, le rythme va s'accélérer très, très rapidement, pour les personnes qui sont aux portes de la retraite et ça a pour impact de faire, diminuer le niveau des pensions puisque quand on partait, après 64, après 65 ans, on bénéficiait, d'une surcote et si là, la durée de cotisation est allongée, plus rapidement et ben, la surcote se décale aussi progressivement et donc le niveau de la pension diminue. Tout ça dans un contexte quand même, s'agissant de nos retraites, c'est important de le noter, de baisse tendancielle, hein, du niveau des pensions, notamment Mmh. pour les cadres et les professions intermédiaires. On sait aujourd'hui que, C'est quelque chose, en fait, vous dites, qui était déjà à l'œuvre et qui risque de s'empirer, c'est ça? oui, c'est ça. En fait, depuis les réformes de la fin des années 80 et des années 90, le niveau des pensions diminue tendanciellement et en particulier pour les cadres et les professions intermédiaires. Dans les années, dans les années 80, une personne, qui était dans ces catégories de salariés-là, pouvait espérer toucher, en gros, pouvait bénéficier de 80 de son dernier salaire, au moment 72 pardon, de son dernier salaire au moment du passage à la retraite et pour les personnes qui sont nées aujourd'hui, en 1996, la génération 96, on sait aujourd'hui que ça représentera 50 du salaire net. Donc on a, voilà, une baisse, progressive du niveau des pensions qui se joue et à laquelle le gouvernement ne répond pas du tout, voire l'aggrave avec sa réforme, aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez peur, d'un risque, de décrochage du niveau de vie des retraités, qui pourrait faire penser à un retour à la situation de la pauvreté des vieux, comme on disait à l'époque. On disait pas les seniors, jusqu'aux années 80. Il y avait, un vrai problème, en France avec la pauvreté des vieux, donc comme on disait à l'époque. Est-ce que vous avez peur d'un retour à ça? Oui, tout à fait. En fait, le système des retraites tel qu'il a été construit, il servait donc il a été, mis en place, hein, dans l'après-guerre, notamment construit par, Ambroise Croizat, un militant de la CGT, ministre du Travail, pour mettre en sécurité sociale, les personnes dans leurs vieilles années après, une vie de travail et l'objectif du système de retraite, c'est de garantir aux personnes le maintien de leur niveau de vie au moment du passage à la retraite. Qu'en gros, quand je passe à la retraite, je peux, bah, garder mon logement, garder mon niveau de vie, garder mes habitudes, mes loisirs et cetera. Et ce qu'on voit là, les projections qu'on a sur les précédentes réformes et ça a été dit un peu, dès le départ, c'est que c'est, une réforme, mais qui vient après, 8 autres réformes. Enfin, en fait, on subit réforme après réforme sur nos retraites depuis, une trentaine d'années. On n'est pas Et le encore en le gouvernement capacité a de l'air de mesurer. l'assumer d'ailleurs. Dans la conférence de presse, c'est revenu à plusieurs reprises. Des gouvernements de droite comme de gauche ont fait ceci, cela. Le gouvernement assume d'être dans la continuité de la réforme Touraine, ouais. Alors, c'est certain, mais quand on gouverne, on est censé, pouvoir aussi évaluer l'effet des précédentes réformes. Or là, on est encore en cours d'application de ces réformes et on n'a pas évalué leurs effets. Or, ce qu'on sait, c'est que tendanciellement, le niveau de vie des retraités, le niveau des pensions va diminuer, dans les années à venir et ça, c'est inquiétant. Le gouvernement n'y répond pas, et c'est la raison pour laquelle, ce qu'on revendique, pardon, c'est la raison pour laquelle, à la CGT et à l'UGICT, on revendique, la retraite à 60 ans avec 75 du dernier salaire pour une carrière complète. C'est important d'avoir, ce repère-là. C'est quelque chose qui est plébiscité par, les gens. Nous, on fait un baromètre, hein, à l'UGICT, tous les ans auprès des cadres et des professions intermédiaires pour prendre un peu la température, de de ces salariés-là et on sait que 83 des professions intermédiaires, 82 des cadres veulent une réforme qui garantisse 75 du dernier salaire. Pourquoi c'est important? Je serai courte là-dessus. Pourquoi c'est important pour ces catégories de salariés-là? Parce que ce sont des salariés qui sont visés aujourd'hui par tout le secteur de l'assurance et des fonds de pension, parce que leur argent, leurs cotisations représentent une manne financière et aujourd'hui, c'est ça qui est aussi attaqué, avec, cette réforme des retraites, c'est notre capacité à avoir un système solidaire de sécurité sociale et qui progressivement pourrait être attaqué, voilà, par, tout un secteur, financier, celui des assurances, du marché de la retraite par capitalisation. Ce que vous dites, oui, c'est que cette réforme pourrait en fait ouvrir la porte à ces retraites par capitalisation. Elle ne change pas le système fondamentalement, mais elle pourrait lui ouvrir la porte. Mathieu Coq, Agathe Le Berder en a déjà un peu parlé. L'emploi des seniors, on sait qu'il ne se porte pas très bien. Si on se retrouve
Imaginons que cette, réforme soit adoptée. Si on se retrouve avec des seniors, nombreux au chômage en fin de carrière, au lieu d'être, tout simplement en retraite, est-ce qu'on ne va pas, à ce moment-là, justement menacer, l'équilibre de notre système de protection sociale? Mais en fait, c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'attendre la future réforme, c'est déjà le cas. C'est aussi pour ça que cette réforme, elle est si violente. C'est ce qu'a déjà fait la réforme précédente, le passage de 60 à 62 ans, elle a allongé ce sas de précarité qu'il y a entre le moment où on arrête de travailler, effectivement, et le moment où on liquide sa retraite, quoi. Le moment où effectivement, on commence à toucher sa pension. Faut savoir qu'en 2021, il y a que la moitié des 61 ans qui sont en emploi. Pour le reste, ils sont soit en dispositif de pré-retraite, soit ils sont sans emploi ni retraite. Donc ce que va faire cette réforme, c'est qu'elle va aggraver ce sas de précarité. Et donc évidemment, vous comprenez bien qu'en aggravant ce sas de précarité, qu'est-ce qui va se passer immédiatement sur les pensions? Ce sera une diminution du montant des pensions. Et je pense que le gouvernement en a pleine conscience et c'est ça qui est visé. Alors pour les cadres, évidemment, il y a un élément particulier, c'est que ce que vient de dire Agathe, c'est que ça va pousser beaucoup, beaucoup de personnes qui en auront les moyens d'épargner en vue de la retraite. Quand on comprend que le niveau de vie qu'on aura au moment de la liquidation de sa retraite sera inférieur, assez logiquement, si on peut se le permettre, c'est le cas de certains cadres, pas de tous d'ailleurs, mais ce sera quand même du coup de mettre de côté, comme on dit, pour faire en sorte qu'on ait un taux de remplacement qui soit suffisant à la retraite. Donc ça, c'est évidemment la voie à la capitalisation. Et quand j'écoute beaucoup de camarades de la CGT, mais ailleurs des cadres parler de ça, ce sont les premières cibles, entre guillemets, de la publicité pour les assurances complémentaires, les fonds de pension, tout ce qui peut être des régimes non solidaires de retraite. Donc je pense qu'une des volontés du gouvernement, c'est effectivement de développer ce genre de dispositif. Parce que comme le disait Agathe aussi, il y a une manne financière énorme et puisqu'elle est aujourd'hui dans la logique de sécurité sociale, elle échappe complètement à la possibilité de réaliser des profits là-dessus. Ce qui est évidemment un problème pour celles et ceux qui aimeraient bien utiliser cette manne-là pour faire de l'argent. Je reviens un instant quand même sur cette histoire d'allongement du sas de précarité. Oui, je Il y a vous un en chiffre prie, quand oui. même qui est assez puissant, hein. Il y a 20 des infirmières et 30 des aides-soignantes qui finissent leur carrière, qui partent en retraite en incapacité. Voilà le chiffre qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'en allongeant la durée et en nous promettant que les pensions seront meilleures, la question qu'on pose jamais, mais c'est qui sera capable d'aller jusqu'au bout? Mmh. Donc là, évidemment, se pose la question centrale de la pénibilité, et cetera. C'est bien pour ça que nous, on défend aussi un départ plus tôt pour tout un ensemble de catégories de la population, parce qu'on sait très bien, alors peut-être pas nous-mêmes individuellement, mais collectivement, bah, qu'en fait, être couvreur jusqu'à 64 ans, c'est une vue de l'esprit. C'est parfaitement impossible physiquement. Donc ce qui pose un ensemble de questions importantes, d'où la volonté de continuer avec le système solidaire qui est le nôtre. Bon, voilà. Et maintenant, je vais aussi faire le lien avec la réforme de l'assurance chômage. Ce sas de précarité, il va non seulement s'allonger parce qu'on veut faire partir les gens plus tard en retraite, mais il va aussi s'allonger parce que dans le même temps, ça c'est sûrement ça le en même temps macronien, on fait la réforme de l'assurance chômage. D'ailleurs, la réforme précédente non plus n'a pas été évaluée avant qu'on en fasse une nouvelle, hein, donc toutes ces réformes-là ne sont pas basées sur je ne sais quelle volonté d'avoir une expertise, une évaluation objective, et cetera. En fait, ils se fichent complètement de ce que disent les évaluations, hein. Sur les aides publiques, il y a eu une dizaine d'évaluations qui montraient toutes que ça ne marchait pas, ça ne les empêche pas de continuer à verser des tombereaux d'aides publiques tous les ans aux entreprises. Je ferme cette parenthèse. Non seulement on va augmenter la durée qu'il faudra travailler pour pouvoir partir, la fin, c'est l'âge légal, et dans le même temps, on réduit les trimestres qui seront indemnisés par Pôle emploi. C'est ça la réforme de l'assurance chômage. Ce qui fait que le sas de précarité va non seulement s'allonger, mais en plus sera encore plus violent, parce que de nombreuses personnes vont, cette fois, ne plus être au chômage, n'auront plus d'allocation chômage, mais seront par exemple au RSA. Donc là, je vous laisse imaginer le niveau des pensions ensuite, quoi. C'est exactement ça qui est en train de se produire. C'est pour ça que cette réforme, elle est non seulement injuste, mais profondément violente, surtout quand on pense au cocktail global de réformes que nous concocte aujourd'hui le gouvernement. Agathe Le Berdin, je voudrais vous entendre aussi sur les inégalités hommes-femmes, qui, en fait, dans les retraites, elles amplifient les inégalités salariales hommes-femmes. Oui, tout à fait. En fait, le système de retraite, il amplifie les inégalités que subissent les femmes, hein, dans le cadre de leur carrière, puisqu'elles subissent des inégalités de carrière, moins d'accès aux promotions, mais aussi des inégalités de salaire qu'on connaît, avec aujourd'hui plus de 25 d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, au travail. Et par ailleurs, on sait que les femmes, du coup, en général, partent 1 an plus tard en moyenne que les hommes et il y en a 1 sur 5 qui attendent d'atteindre les 67 ans, c'est-à-dire l'âge d'annulation de la décote pour partir à la retraite. Pourquoi? Souvent parce qu'elles s'arrêtent, ce sont elles qui s'arrêtent pour, avoir des enfants et s'en occuper, en prendre soin, et donc elles sont directement, pénalisées, au moment de la retraite sur, ces trous dans leur carrière. Ce qu'il y a aujourd'hui dans le système de retraite actuel qui permet de compenser,
partiellement, ces inégalités-là, c'est, ce qu'on appelle la majoration de la durée d'assurance, c'est-à-dire des trimestres, en fait, qui viennent compenser le fait d'avoir eu des enfants. Or, aujourd'hui, avec le décalage de l'âge de la retraite, bah, les femmes vont directement perdre tout l'intérêt de ces trimestres, puisqu'elles devront partir plus tard, sans bénéficier de la surcote qui pouvait être associée au fait de partir plus tard. Donc les femmes vont vraiment être les grandes perdantes de cette réforme. Voilà, pour ce qui est des inégalités femmes-hommes. Et je voulais juste revenir par rapport à Je vous en prie, ce oui. que disait pardon, Mathieu sur, les infirmières et les aides-soignantes. Ça Mmh. ça recoupe parfaitement, les résultats du baromètre UGICT, hein, qu'on a fait sur les professions intermédiaires. On a interrogé, les professions intermédiaires et techniciennes sur, la réforme des retraites qu'ils voulaient et notamment si ils et elles étaient pour le rétablissement de la retraite à 60 ans. Et on sait que donc 65 des professions intermédiaires et techniciennes sont pour la retraite à 60 ans et c'est encore plus fort dans les métiers justement du soin et du lien, c'est-à-dire, ces métiers dont a parlé Mathieu. C'est 70 des personnes interrogées dans le sanitaire et social, donc on voit bien que les personnes interrogées ne se projettent pas, dans une capacité à travailler, au-delà de 60 ans et 80 dans l'éducation. Et ben justement, un argument qui, revient souvent et qui est présenté comme une, espèce d'évidence de bon sens, c'est que nous devrions travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps. Est-ce qu'il y a véritablement un lien logique, dans ce raisonnement? Est-ce qu'on s'intéresse au bon indicateur en se concentrant sur l'espérance de vie à la naissance, Mathieu Coq? Alors pas du tout. Évidemment que c'est pas alors c'est un indicateur qui pose problème en soi, hein. De base, en tout cas, il y a des vraies discussions sur ce qu'on met derrière, sur la façon dont il est calculé et cetera. Bon, je rentre pas dans le détail ici, mais ce qui est certain et ce qu'on sait, c'est que l'espérance de vie augmente de moins en moins vite. Alors il y a eu un bond en 2020-2021, ce qui est très curieux d'ailleurs, parce qu'on était en pleine, crise, Mmh. en pleine pandémie et ce qu'explique la direction les services statistiques du ministère de la santé, c'est que c'est lié au fait que les plus fragiles sont morts de plus en plus nombreux. Ce qui fait que ça tirait en fait l'espérance de vie en bonne santé vers le haut, ce qui est un peu particulier. Donc ce chiffre-là, en tout cas pour les années 2020-2021, je le prendrai avec beaucoup de précaution. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que maintenant, l'élément essentiel, c'est que les réformes successives sur les retraites font bien plus que compenser l'augmentation légère de l'espérance de vie depuis une vingtaine d'années. Je m'explique. Ça veut dire que les gains d'espérance de vie sont systématiquement rattrapés par les réformes des retraites. D'accord? Ça veut dire que la situation se détériore contrairement à ce qu'on entend régulièrement. En fait, quand on écoute les gouvernements, on a l'impression que depuis 20 ans, on va vivre jusqu'à 150 ans toutes et tous, et puis que du coup, il faudrait continuellement travailler plus. En fait, en chiffres, ça se traduit comme ça. Avant la réforme de 2010, la durée moyenne de retraite, d'ailleurs, le temps qu'on passe à la retraite, elle était de 25,5 ans. Après la réforme de 2010, elle est passée à 24,5 ans. Et puis on passera, avec cette réforme-là, à 23 ans en 2030. Voilà la réalité concrète. On va être les générations, alors à partir des années 60-70, à avoir un temps passé en retraite qui sera inférieur, ce qui est quand même un comble. C'est sans doute ça, j'imagine, le progrès pensé par le gouvernement aujourd'hui. C'est évidemment pas la vision que nous, on emporte. Et puis Ça pour les plus c'est-à-dire modestes, ça vient grignoter, hein, c'est ça? C'est pas que bien ça sûr. s'ajoute, ça vient au contraire grignoter? Bien sûr, et en plus ça c'est une moyenne, hein. Donc il faut bien comprendre que dans la moyenne, il faut regarder aux différents points de la moyenne, celles et ceux qui effectivement pourront vivre 25 ans, enfin maintenant plutôt bientôt 23 ans peut-être, si la réforme passe, qu'on ne laissera pas faire évidemment. Mais maintenant pour les plus modestes, c'est encore plus violent, hein. Il vous échappera pas, c'est presque logique, ça tombe sous le sens, que l'espérance de vie et en bonne santé et à la naissance est plus faible pour les catégories les moins aisées. Mais prenez par exemple, là cette fois pour les hommes, la moitié des quinquagénaires les plus modestes, ils ont 30 de risque d'avoir une retraite inférieure à 10 ans. Ça aussi, c'est un élément de la réalité. Et la réforme réduirait globalement pour les classes populaires la durée de retraite de 2 ans. Donc voilà, c'est une réforme qui est d'une violence inouïe et qui va faire que le temps qu'on passera à la retraite sera moins important. Donc là aussi, ça posera une question. Il va falloir qu'on explique aux gens qui vont cotiser. Bon, bah, vous allez cotiser plus, ou en tout cas plus longtemps, mais par contre, vous aurez moins de temps de retraite. C'est un peu particulier, je pense, du point de vue de l'argumentaire gouvernemental. Il va falloir qu'il donne deux, trois éléments d'explication là. Et puis, Agathe Le Berder, la question de l'espérance de vie en bonne santé qui, elle, n'augmente plus vraiment, elle stagne depuis une vingtaine d'années. En gros, autour de 64 ans chez les hommes et en gros autour de 65 chez les femmes. C'est-à-dire que si on part à la retraite à 64 ans, eh bien on part en moyenne, comme a déjà commencé à le dire Mathieu Coq, on part en moyenne au moment où l'on est plus en bonne santé. Oui, tout à fait et je pense que ça, c'est le bon indicateur à prendre en compte, hein, sur, ces histoires de décalage de l'âge de la retraite.
l'espérance de vie en bonne santé qui Et stagne c'est à calculé par 64 ans. l'INSEE, ça, il faut, Absolument, merci à la statistique publique, de nous ah bah fournir oui. ces données-là. C'est voilà, la réalité, c'est qu'on ne peut pas travailler plus longtemps et ça rejoint aussi ce qui a été dit sur, aujourd'hui la part des personnes qui, à 60-61 ans sont en invalidité. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent physiquement pas travailler. Voilà pour les gens qui ne peuvent pas travailler. Mais après pour ceux qui sont encore en emploi, ils subissent aussi des conditions de travail qui sont dégradées et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a observé, dans les baromètres cadres et professions intermédiaires qu'on a passés cette année. Les personnes interrogées notent toutes que leur charge de travail a augmenté, dans l'année passée. Ce qu'on voit chez les cadres et les professions intermédiaires, c'est une intensité du travail, qui devient, par moments délirante avec, des temps de travail hebdomadaires, moyens de 44 heures par semaine, donc pour les cadres, plus de 40 heures par semaine pour les professions intermédiaires. Ça rend les conditions de vie au travail intenables et en tout cas, ça fait que ces catégories-là, au même titre que les autres, refusent de voir, l'âge de la retraite se décaler alors que leurs conditions de travail sont si dégradées. C'est-à-dire, Mathieu Coq, que la question elle est, ailleurs. L'économiste Nicolas Da Silva de Paris 13 fait remarquer dans son dernier livre, qui s'appelle «La bataille de la sécu», que cet argument de l'allongement de la vie, en fait, il est pas du tout nouveau. Il a trouvé, dès 1949 des occurrences chez des, parlementaires d'opposition de droite. À l'époque, l'âge légal de départ, il est de 65 ans et c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est en dessous de l'espérance de vie moyenne des hommes et pourtant on a des gens qui se saisissent déjà, après-guerre de cet argument. Enfin oui, Nicolas Da Silva le montre très bien, ça a toujours été un argument, contre les retraites. Donc en fait, depuis l'existence même de la sécu pratiquement, ça a toujours été un argument pour dire que c'était soit trop généreux, soit ça prenait pas en compte, l'évolution de la durée de vie, qu'effectivement on vivait plus longtemps. En fait, je pense qu'évidemment il a une force rhétorique, il a une force de conviction cet argument, ça dans la tête de beaucoup de gens, on peut se dire: «Bah oui, c'est vrai on vit plus longtemps», ça paraît presque logique. Ce qui est en fait, comme vient de le dire Agathe, en bonne santé, c'est pas tout à fait exact, c'est même pas exact du tout. Mais c'est un très bon argument pour, faire passer cette réforme. En vérité, le problème, il est ailleurs parce que la logique même de la réforme n'a rien à voir avec l'évolution de l'espérance de vie. Tout ça est prévu depuis très, très longtemps. L'évolution de la démographie, tout ça évidemment, c'est prévu depuis très longtemps. L'évolution de l'espérance de vie aussi, on n'a pas découvert il y a 2 ans que l'espérance de vie évoluait de telle ou telle façon. Donc ça, ce sont des faux arguments et la vraie logique de la réforme, c'est de diminuer les dépenses de retraite pour pouvoir financer autre chose et si vous voulez qu'on en parle maintenant, moi j'en suis tout à fait disposé. Cette autre chose, c'est évidemment de nouvelles aides publiques aux entreprises, ou en tout cas une politique économique de réduction des impôts pour le capital. C'est exactement à ça que sert cette réforme. Donc la logique centrale, ça n'a rien à voir avec des éléments soi-disant objectifs sur l'espérance de vie, sur comment dire ça, le nombre d'actifs par retraité, etc., qui sont de vraies questions, hein. Et bien sûr, nous, on a des réponses sur ces enjeux-là aussi. Mais c'est ça, puisque vous avez la gentillesse de faire les transitions à ma place, on va en parler. C'est la question de la, santé de notre système de retraite. Il est, présenté comme, étant menacé et qu'il faudrait, l'amender pour le sauver. Est-ce que cette réforme, elle est vraiment simplement paramétrique, et elle permettrait, comme, l'affirme Elisabeth Borne, de préserver le système de répartition? Ou bien, est-ce que, ça sert à faire des économies pour compenser autre chose, Mathieu Coq? Bah, je continue alors. Ben oui, bien sûr que ça sert à compenser autre chose. Alors Agathe a déjà donné des éléments chiffrés, mais je peux peut-être en rajouter quand même. On n'a pas parlé des réserves globales du système de retraite. Ça aussi, c'est un chiffre qui, d'un seul coup, a été oublié complètement. Si on prend Oui, je voulais vous l'ensemble poser cette question, ouais, absolument. avec les retraites Ouais. complémentaires, on approche des 200 milliards d'euros, donc c'est conséquent. Ça veut dire qu'on a quand même un matelas là, entre guillemets, si jamais il y avait vraiment un problème qui est tout à fait important. Il faut Le peut-être rappeler ce que c'est simplement. En fait, c'est l'ensemble des réserves des différents régimes, incluant les régimes de retraite complémentaires, d'accord, qui sont réalisés. Alors le problème pour les retraites complémentaires, c'est qu'une partie sont entre guillemets placées, donc ce qui fait qu'en cas de krach boursier, évidemment, une partie des réserves disparaîtrait. Mais de manière générale, sans même en occultant cet argument-là, la question financière, elle est dramatisée complètement par le gouvernement. Alors, même si on reprend les chiffres donnés, qui reposent sur des hypothèses elles-mêmes discutables, le déficit annoncé, il vient aussi du fait qu'on a décidé, de manière conventionnelle, évidemment politique, de ne pas augmenter la part des salaires dans la valeur ajoutée, de jamais toucher aux ressources et de diminuer l'emploi public. Forcément, évidemment, quand vous dites il n'y aura jamais plus de recettes, on n'augmentera pas la part des salaires dans la valeur ajoutée, bah forcément, vous allez avoir un moment des déficits qui vont apparaître, quoi. Donc là, le chiffre, par exemple, d'ici 2030, il est annoncé à 13,5 milliards. En fait, Bruno Le Maire, lui, communique sur un peu plus de 17 milliards parce qu'il rajoute
4 milliards de saupoudrage, par exemple, pour le minimum contributif, et cetera, et cetera. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce déficit, il vient de 2 choses: le refus d'augmenter les ressources, je viens de le dire, et des politiques économiques qui ne fonctionnent pas. Voilà. Ensuite, le fait que ce soit un danger, ben ça n'a pas vraiment grand sens, quoi. Je vais vous donner un chiffre qui est très, très simple pour comprendre à quel point on n'est pas en danger. Si on augmente les cotisations, d'accord, de 0,8 points, moins d'un point, retraite, ça suffit à combler ce déficit. Alors pour que tout le monde comprenne bien à quoi ça fait Oui, ça référence, fait combien, oui? au SMIC, ça fait 7 euros de part salariale et 7 euros de part patronale. En fait, un peu moins que ça si on prend le 40-60. Nous, on prend 50-50 pour que ce soit bien compréhensible par tout le monde. Au niveau du salaire moyen, c'est à peu près 14 euros, d'accord, par salarié et 14 euros pour la part patronale. Est-ce que là, on est vraiment face à un danger, un gros, gros problème pour le système de retraite du point de vue financier? La réponse est bien sûr non. Donc la Et logique centrale, c'est et de ça financer, montre bien que là, c'est un choix de politique économique. Ce que ne veut bien pas sûr, faire le gouvernement, c'est augmenter le coût du évidemment. travail. C'est évidemment un choix de politique économique et vous faites bien de parler du coût du travail parce que c'est dans la même logique. Cette année, ils suppriment la cotisation sur la contribution, pardon, sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y en a pour 9 milliards d'euros. Donc déjà, vous voyez qu'en termes enfin, bizarrement, on est capable de se priver de 9 milliards d'euros de recettes, mais on serait en danger de mort sur le système de retraite pour 12 milliards. Maintenant, prenez un moment aussi pour penser à ça. Les 17,7 milliards, si on reprend le chiffre de Bruno Le Maire, moi j'aime bien reprendre leurs chiffres pour montrer que, même en prenant les hypothèses les plus importantes, ils sont quand même mis à défaut sur leur argumentation. C'est déjà moins que l'ancien CICE, crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est maintenant une baisse de cotisation pérenne compensée par l'État. Ça coûte 20 milliards d'euros par an. Et maintenant, je vais encore aller plus loin. Le total des aides publiques aux entreprises, d'accord, pour 2021, c'est plus de 200 milliards d'euros par an. Ça veut dire que les aides publiques aux entreprises, ça représente pratiquement 15 fois le montant annoncé du déficit des retraites. Voilà les ordres de grandeur dans lesquels on évolue. Donc où est le danger financier? Est-ce qu'il y a une cohérence entre dire on est en danger de mort pour 10 milliards qu'on pourrait résorber par 7 euros au niveau du SMIC, je caricature pour que ce soit bien compréhensible, ou est-ce que du coup le danger il est plutôt du côté des 200 milliards d'euros des entreprises, ce qui représente plus de 3 fois, à peu près, enfin, pratiquement 3 fois, le budget de l'éducation nationale. Donc, je pense qu'on ne parle pas des bons ordres de grandeur et on ne parle pas des mannes financières intéressantes sur le sujet. Donc évidemment que l'enjeu, il n'a jamais été financier sur les retraites, il est et idéologique et il est surtout de faire basculer, comme d'habitude, des dépenses pour les ménages vers des dépenses pour le capital. Alors, danger de mort, ou pas, le gouvernement nous dit lui, que l'équilibre n'est plus assuré, en présentant, cette phrase comme un constat et pas une posture. Votre, réponse à Gaël Berder et votre réponse à Mathieu Coq? Sur la question de l'équilibre et du fait, du coup, qu'il faille repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans et augmenter la durée de cotisation, on voit bien que voilà, l'objectif du gouvernement n'est pas de répondre à un problème financier, hem conjoncturelle, c'est bien d'appliquer une réforme idéologique qui porte effectivement sur le coût du travail, comme ça a été dit, et qui vise aussi, plus généralement, mais dans la droite ligne des précédentes réformes, à affaiblir notre système par répartition. Il faut bien se dire que, voilà, notre système de retraite par répartition, c'est notre richesse. C'est ce qui nous permet de financer aujourd'hui les retraites, des personnes qui sont à la retraite à l'heure actuelle et qui nous permet d'échapper à ce système de retraite par capitalisation qu'on avait avant les années 40 et qui, pour l'ensemble d'entre elles, ont fait faillite, en fait, dans les années 30. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, en tant que salarié, de placer notre argent dans un système qui ne nous garantit pas nos retraites. Et c'est très clair, en fait, pour les assureurs, dans le code, général des impôts, c'est dit très clairement que le risque, il est supporté par l'assuré lui-même et l'assurance ne le couvre pas. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir recours à ces produits-là, en particulier pour les cadres et les professions intermédiaires qui, évidemment, sont ciblés, principalement parce qu'ils ont les salaires les plus élevés. On ne peut pas se permettre d'avoir recours à la capitalisation. Aujourd'hui, ça ne représente, les encours des fonds de pension représentent que 10 de notre produit intérieur brut. Il faut bien voir que c'est 150 du produit intérieur brut aux États-Unis, 100 du PIB en Suède, le fameux système suédois, qu'on nous vend sans cesse en disant qu'ils travaillent plus vieux, plus longtemps que nous parce qu'ils sont plus forts. Mais en fait, oui, ils ont aussi beaucoup recours à la capitalisation avec des risques énormes, sur leur retraite. Donc si on veut vraiment renforcer notre système de retraite par répartition, il faut augmenter les ressources, il faut ouvrir le débat du financement de notre système de retraite. C'est un débat qui a été vraiment maltraité dans le cadre des concertations, qui ont eu lieu en novembre-décembre parce que, très rapidement, il y a eu des sorties dans les médias sur: «On va faire la retraite à 65
5 ans. Donc évidemment, les dés sont pipés quand on part, dans une négociation, dans ce contexte-là. Il faut renforcer et augmenter les ressources qu'on alloue à notre système de retraite en prenant très rapidement, comme l'a expliqué, Mathieu, dans, les aides qui sont allouées, aux entreprises, notamment, toutes les exonérations fiscales, les exonérations de cotisations, dont 20 milliards concernent en fait nos cotisations retraite. Donc c'est justement là, on voit bien que le cercle vicieux est face à nous. On cotise moins, on exonère les employeurs de cotisations retraite et derrière, on se plaint qu'il manque de l'argent, pour financer nos retraites. On peut aussi, mettre à contribution, les revenus du capital. Les dividendes aujourd'hui ne sont pas soumis à cotisation. Voilà où on peut trouver des milliards. L'intéressement, la participation dans les entreprises, l'épargne salariale, pareil, ne sont pas soumises à cotisation. Donc mettons-les à contribution. Mettons en place l'égalité femmes-hommes. Voilà, il y a plein de solutions, dont aussi la Ab hausse des cotisations comme ça a été ab expliqué. absolument, Mathieu Coq nous a, donné des pistes de financement. Alors est-ce que ça coûte, le prix d'un abonnement Netflix ou pas? Ça, ce sont presque des détails, ce sont des choix collectifs à faire. Une, chose, Agathe Le Berder, dont on parle effectivement assez peu, c'est que si les salaires augmentent et par hasard, par exemple ceux des femmes, pour combler les inégalités avec les hommes, eh bien ce serait un excellent moyen de refinancer les cotisations puisqu'elles vont, augmenter en même temps que les salaires. Absolument, on gagnerait, un peu plus de 5 milliards d'euros si on appliquait, l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. Il y a un gros sujet d'inégalité salariale, donc plus de 25 d'écart de salaire comme, je l'ai dit entre les femmes et les hommes, notamment, en raison, de filières très féminisées, en fait, et qui sont, déqualifiées, donc dans lesquelles on ne reconnaît pas les qualifications. Par exemple, une sage-femme qui fait 5 ans d'études, donc autant qu'un ingénieur, gagne beaucoup moins, en salaire, pour, le même niveau de qualification. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires. Augmenter les salaires, de toute façon, pour tout le monde, là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est essentiel, au vu du niveau d'inflation qu'on connaît, de 6 là, pour l'année qu'on a vécue. C'est une inflation qui touche, de façon très spécifique, hein, les professions intermédiaires et les cadres, puisque, en euros constants, les cadres ont perdu 3,6 de salaire. Ils sont, on le voit, là dans les entreprises et l'administration, souvent renvoyés à des hausses individuelles, à des primes, et ce ne sont pas, les hausses de salaire qu'on veut. Donc, voilà la raison pour laquelle on revendique, la hausse des salaires, puisque avoir de bons salaires permet aussi, de financer de bonnes retraites. Alors on voit qu'effectivement c'est un sujet qui est, à la fois technique, mais qui en fait est profondément politique au sens fort, évidemment. C'est-à-dire que ça interroge des choix de société, ça interroge la répartition des richesses, la répartition de la valeur ajoutée. Mathieu Coq, une, question à l'économiste aussi. Il y a une expression qu'on entend beaucoup, c'est que nous allons faire peser une dette sur les générations futures. C'est votre, collègue économiste Bruno Tinel de Paris 1 qui passe, Alors là, je savais pas son très temps bien de quoi répondre parce plateau, que disponible à l'expliquer à ça qui avait veut moins de bien rapport l'entendre, que avec la les question de la retraites. dette n'est pas un enjeu entre les générations, mais un enjeu intragénérationnel, puisqu'il ne concerne pas notre descendance ou des gens qui ne sont pas encore vivants, qui seront vivants dans le futur, mais que ça concerne la répartition des richesses entre les gens qui sont vivants aujourd'hui. Oui, alors ça, c'est valable pour l'ensemble des logiques de alors, en fait, le problème aussi, c'est que parfois on mélange dépenses publiques globalement avec le financement par cotisation de salaires socialisés, ce qui est pas exactement la même chose, mais la logique est systématiquement la même, c'est d'opposer les générations. Ça, c'est valable pour la dette publique. Si on dépense aujourd'hui, ça fera peser une dette pour demain, donc on a fait beaucoup de publications là-dessus, hein, pour, démonter ce genre de poncif. Je ne crois pas qu'il y ait, personne dans ce chat qui qui ait déjà reçu une visite de quelqu'un du fisc pour demander: «Bonjour, il s'agirait aujourd'hui de rembourser la dette de vos grands-parents», ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça aussi, c'est évidemment de l'enfumage, on fait rouler la dette en permanence. L'élément Ça central va qu'il faut aussi bien pour ce retenir sur, de chat-là. manière générale, la dette, c'est qui la finance, comment elle est financée et à quoi elle sert. Voilà. Ça, c'est le choix qu'on doit faire. Donc évidemment, le jeu, il n'est pas intergénérationnel et c'est la même chose pour les retraites. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est tenter d'opposer, et pas seulement le gouvernement, on voit bien que du point de vue médiatique, il y a une volonté d'opposer les retraités d'aujourd'hui avec les actifs d'aujourd'hui en disant: «Ah mais vous comprenez, les retraités d'aujourd'hui ont bien vécu, c'est pas normal, et cetera». Mais en fait, la situation des retraités ne veut rien dire. Il y a des retraités qui sont extrêmement riches, il y a des retraités qui sont à l'inverse extrêmement pauvres. Donc du coup, raisonner en termes de quête de classe d'âge fait oublier le conflit entre celles et ceux qui possèdent beaucoup et celles et ceux qui n'ont que leur force de travail, leur revenu et qui en ont de moins en moins. J'ai une expression que j'aime bien à ce sujet, c'est le conflit des classes d'âge a souvent tendance à masquer le conflit de classe, quoi. Donc le conflit capital-travail, c'est ça qui est au cœur de la question aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? C'est que la question des ressources, elle est essentielle.
Parce que nous, dans ce qu'on propose, la retraite à 60 ans et le taux de remplacement à 75, je reviens aussi sur un enjeu qui a été soulevé par Agathe, qui me paraît essentiel, Ouais, je vous en prie. qui est la dégradation du niveau de vie des retraités. Ça, Mmh. c'est absolument essentiel. En fait, le verre était dans le fruit depuis les années 80. C'est la réforme de 87, si je ne me trompe pas, qui a désindexé les pensions sur les salaires et les a indexées sur les prix. Ça peut paraître technique, ça ne l'est pas du tout, parce qu'en une trentaine d'années, c'est ça qu'annonce le Conseil d'orientation des retraites, le niveau de vie des futurs retraités sera environ 30% inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est par rapport aux actifs. Donc ça, c'est central. Ça veut dire que si on veut pouvoir garantir un niveau de vie correct pour les retraités, si on veut pouvoir partir tous et tous à 60 ans, eh ben, il faut aller chercher les ressources. Et là, je ne reviens pas sur le détail. On va publier une note sur le financement très prochainement. Et Agathe a déjà donné les grandes pistes, hein. C'est élargir l'assiette des cotisations, c'est augmenter le taux de cotisation tout en augmentant les salaires, c'est en finir avec les exonérations de cotisations, etc. En fait, les leviers, il y en a beaucoup, ils sont sur la table, et c'est de ça que le gouvernement, dont le gouvernement pardon, ne voudrait jamais parler. Pour une raison simple, c'est qu'en 2019, vous avez dit en préambule que c'était à la faveur de la crise Covid que la réforme avait été rejetée. C'était surtout à la faveur de notre lutte et globalement de ce qu'on a réussi à porter dans le débat public qui a fait que la logique du gouvernement, elle ne passait pas. Et sur la bataille des idées, on a évidemment marqué des points, je le crois, et on va continuer à essayer de marquer des points aujourd'hui sur cette affaire-là. En tout cas, c'est évidemment ce qu'on va porter dans les mois et les semaines qui vont venir. Avant de conclure, Mathieu Coq, justement, puisque vous parlez, du précédent projet de réforme des retraites, de 2019, cette saison 1 de la réforme des retraites, à l'époque, il s'agissait de passer à des retraites par points, pas du tout d'augmenter l'âge légal. Emmanuel Macron avait d'ailleurs ironisé à ce sujet en disant qu'il était hors de question d'augmenter l'âge légal. Et puis on se souvient que voilà, le gouvernement avait lancé un 49.3, que finalement il avait suspendu cette, réforme. Comment est-ce que vous expliquez en 2 mots, le fait que la nouvelle réforme soit aussi différente de celle qui avait été envisagée il y a 3 ans? Bah, ça, c'est difficile à dire parce que, enfin, d'autant que les arguments mobilisés à l'époque étaient exactement les mêmes, hein. Il fallait C'est sauver pour le ça que je pose système la de question, retraite. bien sûr. C'est ça. En fait, il fallait sauver le système de retraite. Alors, à l'époque, c'était en faisant une retraite par points. Ça, c'était censé être la mesure de justice et de progrès aussi, j'imagine. Donc, on avait réussi à montrer qu'effectivement, ça Universel, allait ouais. universel, que ça allait conduire aux mêmes effets en fait qu'avec une augmentation de l'âge de départ, que ça allait conduire aux mêmes effets que ce qu'on voit en gros aujourd'hui. Ça n'allait certainement pas être une mesure de progrès et de justice, mais que l'objectif central était le même, diminuer les pensions versées et faire en sorte que le temps passé à la retraite soit moins important. Donc en fait, qu'on fasse une réforme structurelle ou paramétrique, dans la logique du gouvernement, c'est la même chose, quoi. Mais je pense qu'il se prenait un peu les pieds aussi avec cette affaire de points. C'était tout à fait incompréhensible, il y avait beaucoup de choses complexes. Là, en faisant une réforme d'âge très simple et très claire, je pense que c'est un marqueur politique assez fort et ça leur permet de donner l'illusion de la simplicité, alors que derrière cette illusion de la simplicité, il y aura la même violence et je pense qu'on en a fait la démonstration au moins en partie aujourd'hui. Voilà. Agathe Le Berder, un mot de conclusion. On a parlé, de choix de société, choix de, société sur les seniors qui pourront aussi, moins s'engager dans la vie associative, le bénévolat, la vie politique locale. On sait que beaucoup de maires de petites communes sont des retraités. Votre mot de la fin, Agathe Le Berder? Oui, un mot sur, la question vous avez questionné Mathieu sur la dette, vis-à-vis des jeunes. Je Mmh. trouve que les arguments sur les jeunes sont vraiment insupportables à entendre, parce que je pense que le gouvernement nourrit la résignation chez les jeunes, cherche à leur faire croire vraiment qu'ils n'auront pas de retraite et il y a ce discours-là et en fait, il valide les discours qui disent: «Bah, moi, j'aurai jamais de retraite, parce que, le système s'effondre et puis, la planète par ailleurs est en danger», et cetera. Ce qui est important, c'est qu'en nourrissant cette, résignation, le gouvernement justifie, sa réforme et pousse vraiment les gens dans les bras de la retraite par capitalisation. Or, c'est aussi, hein, un système qui, nourrit, des industries polluantes puisque, les fonds de pension, investissent massivement, dans ce type de produits-là En aujourd'hui. voilà un choix de société, ouais. Absolument, en voilà un choix de société et avoir un système de retraite solidaire, dans lequel on partage, ça permet justement d'éviter ce type de choix, de financement-là et puis, en fait, ils prennent aussi les jeunes comme s'ils étaient, des personnes atomisées, toutes seules dans leur petit monde, sans lien avec d'autres individus. En fait, moi, je suis jeune, je suis dans le monde du travail depuis moins de 10 ans, mais en fait, j'ai des parents et si mes parents voient leur, niveau de pension baisser, la question du partage, en fait, va se poser dans ma famille. La question de la prise en charge de leurs besoins va se poser pour moi et elle va se poser pour tous les jeunes, qui sont aujourd'hui, qui commencent aujourd'hui à travailler. Donc on voit bien qu'on a besoin d'un système solidaire qui garantisse l'autonomie
l'autonomie des individus aussi. Et enfin, moi je trouve que sur la question des jeunes, il y a vraiment un jeu de dupes de la part du gouvernement, mais qui est aussi insupportable parce que dans toutes leurs réformes, ils ont mis en place à chaque fois des clauses du grand-père. C'est la réforme s'appliquera, mais uniquement pour les futurs retraités. Donc c'est toujours les jeunes qui payent le prix le plus fort sur ces réformes-là. Et ça pose une vraie question du modèle de société dans lequel on veut vivre quand à chaque fois on pose des réformes et ce sont les jeunes qui vont devoir payer le plus fort du prix, avec aussi des impacts dans les entreprises. Les camarades dans certaines boîtes nous disent, mais depuis que la clause du grand-père a été appliquée et que le statut ou les règles plus favorables ne s'appliquent plus aux nouveaux entrants, eh ben, ils partent plus vite, ils se sentent moins non plus fidèles à l'entreprise et c'est normal quand on est si maltraité dans son travail, quel intérêt a-t-on d'y rester sur le temps long et de se projeter pour plus de 40 ans dans une entreprise qui nous traite aussi mal. Voilà, c'est vrai qu'on avait un plateau, aujourd'hui assez, jeune et qu'on fait, un peu tous les 3 partie d'une génération qui croit souvent Jeune, qu'elle de n'aura moins en moins, pas, moi, hein. de retraite. Merci, encore à vous 2 de nous avoir, expliqué que, les choses ne se finiront peut-être pas comme ça. Agathe Le Berder du Bureau national, de l'UGICT CGT, Mathieu Co Et paf! Voilà pour ça. Bon, j'espère que c'est à peu près clair. Donc je vous ai mis le lien là, il est dans le c'est le petit lien, attendez, hop là. C'est le petit lien qui est épinglé en haut du chat normalement. Je vous le remets quand même ici parce que voilà, je pense à vous. Paf. Merci, Timestamp pour ton abonnement, ça fait très plaisir. Tu es le 4e cotisant. Bienvenue et merci beaucoup. Alors, il y avait une question de Sulisan. Peut-on faire greffe quand on est apprenti? Oui, tout à fait. Tu peux faire greffe quand tu es apprenti. Je vais vous mettre une autre vidéo qui dure que 6 minutes, qui est un petit montage fait par Mediapart, dans lequel Mickaël Zemmour exprime des trucs. Je vais vous le laisser pour vous. Regardez-le, c'est vraiment excellent et faites-le tourner parce qu'il comment dire ça? Il déglingue des idées reçues, de manière, chirurgicale et très rapide. Donc la Mediapart a bien fait de faire ce petit montage-là. Je vous l'envoie tout de suite. Voilà la vidéo. Même si c'est pendant la période de formation à l'école. Alors ça, c'est une vraie bonne question. Là, j'avoue que ça va dépasser mon niveau de qualification. Je ne sais pas, pour être très franc avec toi, il faudrait que je demande aux juristes, mais si tu veux, je vais demander à des camarades juristes ce qu'il en est, et j'essaierai d'y repenser. Mais là, comme ça, j'avoue que je peux pas te répondre et j'aurais peur de te dire une bêtise. Nanana. Bon voilà, j'espère que c'était clair ce petit webinaire. Merci pour ce midi, je viens d'arriver, mais j'ai participé à la visioconf. Bon bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci Timestamp, j'espère que c'était clair ce midi. En tout cas, je trouvais que Agathe était super et très claire. Alors, UGICT CGT, ça veut dire Union Générale des Ingénieurs Cadres Techniciens. Donc c'est l'organisation en fait qui s'occupe plus spécifiquement des ingénieurs cadres techniciens, comme leur nom l'indique. Personnellement, je trouve la réforme de l'assurance chômage plus scandaleuse que la réforme des retraites. Alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse des hiérarchies dans le scandale? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que la réforme de l'assurance chômage, elle est d'une brutalité ahurissante. Et donc, si vous voulez, la prochaine fois, on pourra aussi parler d'assurance chômage. Donc, je vous mets au menu de la prochaine fois 2 choses. Encore de la retraite, et notamment le financement de la retraite. Ah, attendez. Hop là. Et deuxième chose, avec cette petite musique d'ambiance pour finir, on parlera de l'assurance chômage. Alors faisons cela, retraite et assurance chômage. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir directement, je vous tiendrai au courant sur Twitter et aussi sur le Discord. Vous vous rappelez qu'il y a un Discord ou pas du tout? Attendez, laissez-moi vous faire une invitation pour le Discord. Tac. Inviter des gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, je confonds avec ici même. Paf. Hop là, le Discord. Il est ici. Et donc voilà. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ces 2 moments sur l'inflation et sur les retraites vous auront plu. Je vais tenter de mettre les VOD rapidement sur YouTube pour qu'ensuite, voilà, vous puissiez regarder ou écouter en fonction
Si vous travaillez par exemple et vous vous dites je ne sais pas quoi écouter pendant que je travaille, eh ben écoutez donc le stream Echo, ça vous fera du bien. Je vous souhaite un très beau week-end sur cette petite musique tout à fait chill. Et on se donne rendez-vous très rapidement. Peut-être pas lundi parce que je serai à Paris et donc j'aurai du mal à revenir à temps pour faire un live digne de ce nom. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Et merci de votre présence et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que jeudi, dernière info, c'est la grève. Faites grève jeudi 19. À bientôt!